Bonsoir et bienvenue à présent à cet enregistrement spécial du temps des fêtes où il me fait plaisir de recevoir Berthold. Alors ici David au micro. Alors ça va bien Berthold? Oui, Excellent. Donc ce soir j'ai décidé de prendre la parole à ta compagnie pour aborder les sujets qui touchent le temps des fêtes, c'est-à-dire Noël et le jour de l'an. Et je voulais avoir ton point de vue particulier les concernant. Et je peux mentionner d'entrée de jeu aux gens qui nous écoutent présentement que toi, tu as une chaîne sur YouTube où tu diffuses des vidéos, où tu parles notamment de conscience. Et c'est sûr que pour les gens qui écouteront cet enregistrement et qui voudront en savoir un petit peu plus sur toi, ils pourront consulter le lien YouTube qui se rapporte à ta chaîne là, naturellement que je vais mettre en bas de l'enregistrement. Donc, tout d'abord, on peut commencer avec une question extrêmement simple par rapport à Noël. Est-ce que tu fêtes Noël? oui et non. Quand vient le temps de Noël, souvent, je vais voir des proches parce que c'est une occasion de les voir. Mais Noël, non, je le fête pas vraiment. Là, c'est plus pour voir des proches que je vois moins souvent. OK. Est-ce que tu fais des échanges de cadeaux? Non, j'achète un cadeau à ma nièce et puis c'est tout. OK. Et par rapport à la fête de Noël, est-ce que tu y attribues une signification, un sens particulier? Non, OK. Qu'est-ce que tu penses de la mutation de cette fête qui a eu cours au fil du temps? Donc, en passant de la célébration du solstice d'hiver à la naissance du dieu romain Mitra, à la naissance de Jésus par la suite, à l'arrivée du Père Noël, à la fête familiale, puis bien entendu à la fête de la société de consommation associée à l'achat de cadeaux qu'on connaît présentement. Donc, quel regard jettes-tu sur cette mutation de la fête de Noël au fil du temps? c'est parallèle à des changements sociaux qu'il y a eu. Et puis, tout simplement. Puis c'est devenu quelque chose qui est lié à l'économie beaucoup. Mais il reste qu'il y aura toujours des gens que pour eux, ça, il n'y a pas de mutation, là, c'est resté quelque chose de sacré. Oui, exactement, pour les gens qui nourrissent des formes à caractère religieuses ou spirituelles. Oui. Ben, à part ça, non, c'est juste que ça fait partie comme tu dis, là, c'est des vieilles traditions qui, ça change de forme, mais c'est tout. C'est juste cet aspect-là qui change parce que ça suit les sociétés. C'est tout. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu penses de l'esprit de Noël qui est souvent véhiculé dans certains films américains par rapport à Noël, qui est l'occasion de donner à des gens qui sont pauvres ou de donner aux membres de notre famille des cadeaux, puis tout ça? Ben, c'est des rituels psychologiques qui ont des fonctions psychologiques, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens que ils vont penser à ces choses-là à Noël, mais le reste de l'année, ils y pensent pas. OK. Il y a des gens qui vont faire des dons pour les moins nantis, mais seulement dans ces temps-là. Puis c'est peut-être un peu une façon de se déculpabiliser, parce qu'on dirait que il y a des gens qui ont un peu, ils se sentent coupables d'avoir réussi. Oui, c'est sûr que c'est un sujet qui peut être intéressant à aborder, surtout au Québec, où, historiquement parlant, la richesse était mal vue, dans le sens que la pauvreté était valorisée par la religion, dans le sens que les gens qui réussissaient dans la vie et qui étaient riches étaient vus souvent comme des exploiteurs ou des profiteurs. Donc, Oui, c'est que le catholicisme, c'est quelque chose de transcendant. Donc, les gens, pour eux, c'était de gagner leur ciel. Tandis que chez les protestants, ben, ces gens-là, c'est plus quelque chose qui est sorti de la transcendance. Ces gens-là, les protestants culpabilisent moins lorsqu'ils réussissent parce qu'ils considèrent que c'est lié à une prédestination puis qu'ils accomplissent leur destin. Tandis que les Québécois, c'était autre chose, là.
Oui, ben c'est sûr que le catholicisme a amené les gens à avoir une mentalité qui sont nés pour un petit pain. Donc, une mentalité souvent de, j'allais dire d'aplaventrisme social, là, mais c'est un petit peu comme, tu sais, les prêtres qui font vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. C'est un petit peu dans la même lignée là, de Oui. conditionnement social. Oui, c'est de la transcendance. C'est le principe ils doivent gagner leur ciel, alors que pour les Juifs et les protestants, pour eux, ça va de pair. Réussir sur terre, c'est aussi gagner son ciel. C'est la doctrine de la prédestination que les catholiques ont rejetée. Oui, exactement, qui est derrière ça. Mais pour en revenir à ma question par rapport à l'esprit de Noël, C'est de la mesmérisation par des formes. C'est de la mémoire, ça contient de l'énergie, c'est nourri par les motifs. C'est tout. On dirait qu'il y a des changements dans l'année, des changements de cycle, des changements vibratoires, et puis l'être humain, pour se situer, puis il faut qu'il y ait des traditions. Puis c'est souvent dans un esprit, mais c'est mémoriel. C'est pour ça que c'est des traditions. oui, exactement. Donc on parle d'esprit, mais en réalité, c'est pas de l'esprit, c'est plus une forme de programmation sociale qui peut servir à tisser des liens sociaux puis à les nourrir en Oui, échangeant des cadeaux, entre autres. ben, c'est de la mémoire émotive, mais au fond, si on regarde d'autres traditions qui n'ont pas ça, ben, ils ont autre chose, tout simplement. Mais c'est l'esprit de Noël, c'est quelque chose de... Personnellement, je le vois comme quelque chose de collectif, puis c'est des formes entretenues par de la mémoire, nourries par de l'émotivité, puis... mais il y a ça aussi, là, c'est pas juste une chose de catholique, là, ça devient quelque chose d'occidental, si on peut dire. De toute façon, Noël, ce qu'on pourrait appeler l'esprit de Noël, c'est quelque chose qui est européen en général, de toute façon. Parce que ce que je sache, le punch vient des Anglais, les arbres de Noël viennent des Allemands. Donc, mais c'est quelque chose qui transcende le collectif national Noël. C'est civilisationnel Noël. Oui. Puis derrière Noël, c'est quoi les forces qui sont derrière la propagation de cette fête-là en Occident? C'est des forces civilisatrices. Mais il faut que ce soit nourri. Puis c'est comme s'il y avait quelque chose d'une transition d'une période à une autre. Mais c'est typique. C'est typique c'est spirituel. De toute façon, la spiritualité a quelque chose a quelque chose qui essaie de copier le matériel. Puis on dirait que ben, si on prend un calendrier circulaire et puis qu'on regarde les solstices et les équinoxes, ça fait une croix, ce qui est le symbole du christianisme, qui est aussi le symbole si on peut dire, là, de les quatre directions. Puis, donc, inconsciemment, les gens, c'est surtout pour se situer, c'est des rites psychologiques qui permettent aux gens de se situer, puis c'est des forces civilisatrices, dans le sens que c'est lié, si on peut dire, là, à une conformité qui se perpétue. Oui, exactement. Ben, c'est sûr qu'on peut voir ça comme des forces de haute spiritualité qui sont derrière ça, parce que d'un certain point de vue, ils essayent de promulguer des valeurs qui vont unir les gens en famille à travers des repas, la générosité à travers les échanges de cadeaux. Ben, comme toutes ces forces-là, jusqu'à un certain point, c'est sûr que c'est polarisé, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'hypocrisie puis de domination aussi qui se manifeste par ça. C'est à double tranchant. C'est des formes, donc c'est pas l'un. Non, c'est ça exactement. D'un point de vue ésotérique, la fête de Noël représente la naissance du Christ, soit Je la... dirais d'un point de vue exotérique, ça. Oui, mais attends une minute, j'ai pas fini. Mais t'as raison, exotérique, oui, c'est ça pour les gens en général, mais ça représente aussi de manière symbolique la naissance d'une conscience nouvelle en l'individu, qui symbolise le passage de la personnalité à la personne réelle. Qu'est-ce que tu en Ah, penses? j'adore pas vraiment à ça. Parce que ça peut peut-être, oui, symboliser ça, mais dans les faits,
Moi, à mes yeux, je me sens pas touché là, par des choses comme ça, mais pas du tout. À mes yeux, Noël, oui, il peut avoir, ça peut être une synthétisation symbolique qui est liée au collectif, mais en tant qu'individu, c'est, ça n'a rien à voir avec ça. Tout ce que, de toute façon, ce que je vois dans le temps des fêtes, venir au monde, c'est pas des personnes qui sortent de la personnalité. On dirait au contraire que les gens se confortent dans leur personnalité. Oui, c'est sûr que dans les faits, ben souvent c'est sûr que quand les gens vont fêter puis ils vont être plus dans l'âme, ça sera pas une période d'intériorisation pour vivre une seconde naissance psychique. Non, pas du tout, mais peut-être ça peut être peut-être vu comme ça pour des raisons de compensation, c'est-à-dire que la personne, pour elle, ça devient ça, mais dans les faits, non. Puis c'est toujours à recommencer. Une chose qui est intéressante avec le temps des fêtes, puis qui peut, moi à mes yeux, c'est lié à ce qui se passe, là, si on peut dire, derrière les formes. Il y a beaucoup, beaucoup de morts à cette période-là de l'année. Donc, il y a de l'énergie qui se transfère. Oui, ben ça marque le fin de cycle à ce moment-là pour certains individus. Puis c'est une période de transition entre l'ancienne année puis la nouvelle année aussi. Le passage du solstice avec l'augmentation de la quantité d'ensoleillement là, des jours là, qui devient croissant. Ouais, ben c'est, si on peut dire, il y a c'est là, c'est un symbolisme de lumière, au fond, de, de retour à, Du retour vers la lumière. ouais, ou de la lumière vers nous. Oui, ben j'avais lu sur Wikipédia aujourd'hui, en vue de préparer l'enregistrement, que par rapport au solstice, ça symbolisait la lumière qui vainc, qui va vaincre des ténèbres. Ah oui, c'est polarisé beaucoup. C'est de la polarité. C'est l'éternel combat. Et je voulais savoir pour toi, est-ce que la naissance du Christ, donc pour marquer la fête de Noël, représente la descente du principe de l'amour sur Terre? Oui. Mais pas au sens de Noël. J'ai toujours pensé que le Christ était né en avril. Bon, qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Toutes sortes de petits détails historiques, mais aussi le fait que le mois d'avril est associé au symbole chrétien du poisson. Oui, par rapport au signe astrologique, là. Ben, il y a le 1er avril était vu comme, je pense que traditionnellement, ça avait rapport avec un passage du paganisme au christianisme dans le temps de Constantin. Mais là, je suis pas certain. Mais j'ai toujours pensé que le Christ était né en avril ou mars. OK. Ça, ça me semble, ça me semble plausible. Mais là, c'est aux gens qui étudient ça de se prononcer parce que j'ai pas de, ça n'a pas une grande importance pour moi de le savoir. Et pour moi non plus. Euh, Est-ce que pour toi, la fête de Noël a une fonction occulte particulière par rapport au collectif? Ben, c'est des fonctions psychologiques, puis quelque part, c'est pas occulte, ça. C'est quelque chose que peut-être à ce niveau-là, les gens ont pas tous ils vont pas tous penser à ça, mais c'est pas parce que, à mes yeux, c'est pas occulte. Donc, il n'y a rien Je qui vois est rien de, dissimulé, il n'y a rien qui est voilé par rapport à cette fête-là. non. Ben, possiblement qu'il y a il y a quelque chose là qui est lié à des initiations, des mystères qui se sont peut-être perdus, mais ça, c'est pas, je vois pas ça comme de l'occulte. OK. Donc, tu vois pas ça nécessairement comme une occasion d'astralisation collective. Oui. Mais ça peut être occulte parce que c'est voilé, parce que les gens sont pas nécessairement conscients en général d'existence du plan astral. Le plan astral, c'est un voile qui vient occulter, mais d'une certaine façon, ça a toujours été, à mes yeux, c'est même pas occulte, l'astral. C'est ce qui est au-delà de ça qui l'est. Parce que c'est facile à voir. Une fois qu'on s'est intégré, c'est quoi de l'astralité, puis c'est très visible. Oui, pour quelqu'un qui a une certaine sensibilité pour le percevoir, mais quelqu'un qui est juste au niveau de la forme, pour lui, c'est occulte. Ouais, mais
Pour lui, c'est occulte, mais en général, est-ce que c'est occulte? Moi, je considère que non. C'est là que c'est peut-être du cas par cas, là, ce qui est occulte ou pas. Selon la capacité de la personne de percevoir, bien entendu. Parce que le fait que les gens tombent dans des excès dans ces périodes-là, dans cette période-là de l'année, c'est visible par tout le monde. Même s'ils vont pas mettre les mêmes mots dessus, c'est toujours, il y a beaucoup de drames familiaux à Noël, il y a beaucoup d'accidents. C'est de l'astralité quand même, mais c'est très visible. Oui, ben c'est sûr que l'astralité, ça peut être dans la surconsommation, par exemple, de nourriture. Ensuite, ça peut être de bière, de vin. Oui, ben, c'est ce qu'on pourrait voir comme ce que saint Thomas d'Aquin aurait appelé les péchés de gourmandise, là. Parce qu'il mettait l'alcoolisme là-dedans il y a longtemps. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, ben c'est sûr que eux autres avaient une vision, les chrétiens, qui était plus de voir des péchés ou des occasions là, de péché, de mal faire en fait là. Bon, ben, c'est de la moralité, donc c'est polarisé beaucoup. La moralité, c'est une forme de domination qui fonctionne par catégorisation. Parce que des fois, il y a certaines personnes que je pense que si ça donnait à certains excès, ne serait-ce qu'une fois par année, ça serait quasiment bénéfique pour eux. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des gens que ils en auraient besoin, là. Au sens où c'est un aspect des choses auxquelles qu'ils ignorent. Puis ça m'est arrivé là, de me dire, ben telle personne devrait se mettre à boire parce que elle donnait trop d'importance à certaines choses. Puis là, on voit que la personne, il n'y a jamais aucune détente, il n'y a jamais rien. Puis finalement, ça fait des bons candidats là, à des crises cardiaques. Il serait aussi bien de boire de temps à autre que de toujours là, être dans une rigidité qui fait que les excès, c'est mal, ben c'est mal, c'est pas mal, mais un excès, ce qui fait qu'un excès est un excès, c'est qu'il y a un extrême, là, il y a quelque chose d'exagéré, mais dans les faits, là, il n'y a rien de mal dans l'alcool, il n'y a rien de mal dans... C'est l'excès c'est une question de tempérance puis de mesure. Oui, exactement. C'est sûr qu'en lien avec ce que tu disais, c'est sûr que si la personne est très rigide, de boire de l'alcool, ça peut l'amener à compenser là, donc cette rigidité-là qui est très grande pour avoir un espace de détente là, donc autrement dit de dilatation pour pas être juste dans la contraction énergétique. Oui, ben je me souviens dans le temps des fêtes, quand j'avais à peu près 14 ans, j'avais passé le temps des fêtes dans une famille des amis que j'avais, et puis il y avait énormément d'excès. Ces gens-là buvaient beaucoup et puis il y avait de la cocaïne sur la table et c'était assez spécial. Et pourtant, c'était moins malsain que ce que j'avais vu dans d'autres familles où c'était d'une hypocrisie extraordinaire, puis c'était tellement lourd que ça c'en était là, fatigant. C'est ça qui épuisait. Puis pourtant, dans cette famille-là, il y avait des excès pires, mais les gens étaient plus eux-mêmes. Il y avait moins d'hypocrisie, il y avait moins de tension. Puis ils s'amusaient pour vrai. On sentait là, que c'était vraiment festif. Tandis que j'ai vu là, dans d'autres milieux, il y avait pas autant d'alcool, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait rien. Puis pourtant, c'était extraordinairement pesant. Ouais, ben des fois c'est la retenue puis les non-dits qui créent des lourdeurs. Ben, Donc, c'est qu'au Québec, on a un phénomène assez spécial. Les gens c'est l'extraordinaire. C'est un peu comme si on regarde Claude Meunier, là, La Petite Vie. oui, C'est quelque chose qui reflète bien les Québécois parce que ces gens-là, dans cette famille-là, se haïssent et sont d'une extraordinaire hypocrisie entre eux. Puis on voit moins ça dans des familles qui sont pas. C'est quelque chose de latin, ça. On voit ça chez les Italiens aussi. Puis même, c'est à se demander si c'est pas lié à la transcendance spirituelle, parce que les Irlandais, puis pourtant c'est pas des Latins, mais c'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont pris pour
des raisons de convenance, des raisons de forme d'être entre eux, alors que c'est de l'hypocrisie purement et simplement, puis c'est par intérêt pour des raisons de sauvegarder la surface des choses, mais c'est ça aussi, c'est très visible. Ça se sent, puis ça se voit, puis ça fait que tout le monde là retourne au travail après la période des fêtes, ils sont épuisés, ça fatigue. Non, exactement, parce qu'il y a des gens qui vont aller à des fêtes de famille alors que, en dépit des liens biologiques, il n'y a pas de lien psychique entre eux. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ça crée des tensions, puis des retenues, puis des non-dits, puis ils se sentent vider après ça de leur énergie vitale. Là, une fois que l'alcool se met de la partie, c'est tout ce qui était camouflé au début de la soirée sort. Puis là, ça peut finir par de la chicanerie. Il y a des familles où ça finit par c'est la police qui vient fermer le party de famille. Puis c'est terrible ça. Au fond, ces gens-là sont si bien de rester chacun de leur côté, mais pourtant, c'est plus fort qu'eux pour des questions d'apparence, de tradition familiale. Moi, dès que j'ai eu la possibilité de ne pas avoir à faire au party de famille, j'ai cessé d'y aller. Puis il n'y a personne qui s'est questionné par rapport à ça. Parce que ils ont dit, ben, ça ne tente pas d'être là. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ça leur tente probablement pas d'être là. Sauf qu'eux n'ont pas l'honnêteté de rester chez eux. Ils ont Ils pas sont ils ont peut-être pas la volonté puis le développement d'une individualité assez grande. possiblement parce que, ben, les fois où j'étais pris pour être présent, là, parce que j'étais plus jeune, je le disais carrément que ça paraissait là, que je m'imposais ça. Tout le monde se l'imposait, mais disons que ça paraissait par mes propos. Puis, non, dès que j'ai atteint là, 16-17 ans, j'ai cessé d'aller au. J'allais voir de la famille, mais dans le jour, mais pour ce qui est des parties de famille, ça m'intéressait pas du tout. Et puis, les gens savent que moi, la religion, ça a rien à voir. Et puis, là, c'est une famille où, bon, faut aller à la messe de minuit, des choses comme ça. Et puis, moi, j'ai jamais été confirmé, donc je ne communie pas. Puis, je restais. M'amener à l'église, c'est pas très bon comme image là, pour des catholiques, là, parce que je m'agenouille pas. Moi, je reste assis tout le long. OK. Donc, t'es pas dans la soumission. Non, ben moi, une des choses que je déteste le plus, c'est des cérémonies comme ça. Je pense que la plupart des gens aussi, mais ils le diront pas. Non, exactement. C'est sûr que les rituels religieux, quand on regarde la messe, c'est tout structuré. Il y a pas. Mais il y a l'homélie où ce que le prêtre parle un peu, mais encore là, c'est selon un certain paramètre. Donc, c'est pas une improvisation créative à travers la parole prépersonnelle, là. Ben non, ils écrivent Leur leur texte, sermon, souvent, ouais. puis souvent c'est ça. Puis non, non, c'est d'aller comme aller voir un politicien. C'est le représentant du régime du régime spirituel. Oui, ben, la religion, c'est de la politique cosmique d'un certain point de vue. Ah ben oui, c'est exact dans le sens que c'est de la gestion, c'est c'est de la domination, c'est un paquet de choses. C'est pas que c'est mauvais, mais une fois qu'on est sorti de ça puis qu'on n'en ressent plus le besoin, ça devient quelque chose de déplaisant. Une fois qu'on est sorti de la spiritualité, c'est très difficile d'y retourner parce que la domination qui passe par ça est vue très très clairement. C'est pour ça que j'ai j'ai eu ma première communion, puis je me souviens de la confession, puis des cours qu'il y avait eu avant, puis c'est sans le savoir, ils m'ont convaincu que j'aurais pas la confirmation. Puis même si j'accordais réellement de l'importance à ça, probablement que j'aurais envoyé une lettre à mon évêque pour sortir de l'Église officiellement. Mais à mes yeux, ça n'a pas d'importance. Donc, je l'ai jamais fait. OK. Si je poursuis avec une question, qu'est-ce que tu penses du Père Noël?
Rien. C'est les pensées des autres. J'ai pas. Le Père Noël, moi, je vois ça comme. Ben, même, je vois rien de. Le Père Noël. Non, c'est des choses que. Non, non, ça a l'air. Ben, c'est un aspect qui fait que, bon, ça donne un côté bon enfant, un peu naïf. Puis, mais je pense rien de ça. Absolument rien. Quand j'avais 3 ans, on avait voulu m'amener dans un centre d'achat voir le Père Noël, puis j'avais dit que ça m'intéressait pas, parce qu'il y avait beaucoup surpris mes parents. Ouais. Mais moi, je voyais juste un gros bonhomme là, qui faisait un travail. Puis je voyais pas l'intérêt de. Puis, non, Noël, ça m'a jamais vraiment touché. Je suis très indifférent à ça, même que je vois ça, c'est une période c'est une période déplaisante parce que tout l'horaire, tout est chambardé, tout est pour ça. Et puis là, il y a des gens, là, il y a beaucoup de sollicitations. Ce qui fait que c'est une période de l'année où je deviens très sec. Parce OK, que donc t'as pas l'esprit des fêtes avec la joie puis le bonheur au cœur. non, non. Ben, c'est tout cool. Les gens qui ont la joie, le bonheur au cœur sont censés l'avoir à l'année. Noël n'est pas censé. C'est, mais c'est devenu une occasion de. Comme il y a certaines personnes qui accomplissent des choses extraordinaires à l'année, mais on parle d'eux seulement à Noël. Parce que c'est comme ici, les gens se sentent. Mais non, ils sont supposés avoir de la joie puis du bonheur à l'année. Est-ce que c'est pas. C'est là que je vois que ça a une fonction psychologique. Oui, mais c'est sûr que les gens, ils se programment en disant, ah, c'est Noël, faut qu'on soit heureux, là, faut faire le party pour qu'on soit heureux. Ben là, êtes-vous malheureux le reste de l'année? J'ai l'impression que oui. Probablement. C'est parce Moi, que pourquoi? ils se donnent pas le droit d'être heureux pour rien, comme André Moreau le prône, le philosophe jovialiste. Ben, c'est une des choses brillantes qui vient de Monsieur Moreau, c'est que ça prend pas de raison. Ça prend pas d'occasion. C'est pas quelque chose de. Quand il dit le bonheur, c'est quelque chose qui se décide, et il n'a pas tort. Mais ça, c'est à l'année. Ouais, Il y a ben lui, les. ouais. Lui, c'est ça, il vit le bonheur d'une manière arbitraire, là. C'est lui qui le décide par lui-même, il attend pas à la fête de Noël ou d'autres fêtes. Oui, mais bon, disons qu'il y a possiblement pas juste du bonheur dans la vie de Monsieur Moreau. Ouais, exactement. C'est ça que je n'irai pas plus en détail. Mais de toute façon, le bonheur, c'est de chercher une polarité positive de haute spiritualité pour se sentir Donc, dynamisé. Parce que quelque part, on vit pas assez une autodynamisation psychique liée à l'intégration de l'énergie éthérique. ben, quelqu'un qui a besoin du bonheur, qui est une polarité, puis c'est psychologique, c'est parce il vit l'autre côté. Quelqu'un qui est, quelqu'un d'heureux n'a pas besoin du bonheur. Quelqu'un qui est satisfait, puis non, oui, pas besoin de. On est toujours là à vouloir créer des rites de passage, des traditions, puis de vouloir mettre ça comme du positif. Au fond, ça a quelque chose d'une pensée magique de rituel. C'est un peu comme ce qu'on voit en Amérique du Nord, les balles de finissant, des choses comme ça, beaucoup de rites de passage. Puis ça, ben, c'est presque tribal. C'est des fonctions psychologiques collectives. Ça n'a rien de. Je vois pas ça comme. Au fond, si on regarde, même s'il n'y a pas Noël, là, si on fait partie d'une culture où il n'y a pas Noël, il va y avoir d'autres choses, comme Hanouka ou peu importe. Oui, Puis exactement. Donc, c'est du bonheur collectif qui vient compenser de la tristesse individuelle. oui. Ou de la tristesse collective aussi. Oh, mais elle, en tout cas, c'est pas aussi. Disons que les gens essaient de régler de l'individuel avec du collectif, alors que puis c'est la même illusion que de vouloir régler du collectif avec de l'individuel. Je vois pour ce qui est là, de la tristesse collective.
Personnellement, c'est quelque chose que je vois, mais c'est à mes yeux, c'est pas. J'ai déjà ressenti de la tristesse individuelle, mais collective, non. OK. C'est que t'as un peu comme. Ça fait penser. C'est encore que des choses qui ont des fonctions psychologiques, là, un peu comme on voit chez les gens. Les gens d'origine juive qui se remémorent la Deuxième Guerre mondiale. À un moment donné, ça c'en est là, de l'astral puis de l'âme. C'est de la mémoire, c'est collectif, et puis c'est comme leur souffrance est éternelle. Elle a plus de valeur que n'importe la souffrance de lumière. Mais c'est pareil avec ça me surprend même que dans le christianisme, ce soit pas la crucifixion qui est la fête la plus importante, étant donné la nature des spiritualités. On fête quelque chose qui vient au monde, mais techniquement, les chrétiens, ça devrait être Pâques, la résurrection qui est le Oui, plus ben là, c'est ça important. que j'allais dire, la résurrection plutôt que la crucifixion, là, c'est-à-dire Ah oui, la possibilité de renaître et de transcender la matière. parce que là, la naissance, oui, c'est sûr que pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait une naissance. Ouais. Mais au fond, c'est surtout, j'ai l'impression que d'un point de vue cyclique, là, par rapport à ce qui se passe là, au niveau là, de ce qui est planétaire, il y a une transition extrêmement forte à cette période-là de l'année, et puis c'est voilé par des traditions, par l'esprit des fêtes. C'est un peu au mois d'octobre, on sent là, qu'il y a quelque chose de différent dans l'air, il y a une transition, mais ce qui a été greffé par-dessus ça, c'est la Toussaint et Halloween. Mais si je suis persuadé que dans certains pays où tout ce qui était de ces traditions-là avait été enlevé parce que c'était des régimes communistes, possiblement que les gens ont encore plus ressenti vibratoirement la transition parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de projection de ça dans des traditions. Mais quand que tu Mais parles de transition, excuse-moi de t'interrompre, tu parles-tu par rapport au changement climatique, la température qui devient plus froide ou... non, non, c'est vraiment vibratoire. On dirait que le reste suit. Mais il y a vraiment des périodes dans l'année où on dirait que l'air, comment je pourrais dire ça, l'ambiance change. Mais c'est pas nécessairement lié à la température parce que vers la fin du mois d'octobre, qu'il fasse beau ou pas, qu'il fasse chaud ou pas, je ressens la même chose. Puis c'est pareil vers le 25 décembre, vers la fin de décembre. La plupart du temps, je fête pas Noël, je reste chez moi. Pour moi, Noël, c'est un jour vraiment comme les autres. Et pourtant, je sens qu'il y a quelque chose, il y a un changement. Mais c'est peut-être la vibration du collectif qui croit qu'il se passe quelque chose, qui amène ces gens-là massivement à vibrer d'une vibration de haute spiritualité, qui crée un égrégore d'énergie que tu peux intercepter. Ça, je suis pas certain parce que je sais pas. Je suis pas certain. Vraiment pas parce que si on regarde ça, les gens qui le vivent au niveau là, de rituels, puis qui sont beaucoup là-dedans, eux, ils le voient pas. Ils le sentent pas. Mais il y a quelque chose de. C'est presque physique. L'année est réellement divisée en quatre. Puis c'est lié là c'est lié ce qu'on pourrait dire à des configurations dans l'invisible. Ben, d'ailleurs, l'astral, c'est quelque chose de géographique. Ça a toujours été. Il y a quelque chose d'une projection du plan matériel. Puis l'année est un peu comme un cercle qui est divisé en quatre par une croix, si on veut. Puis on dirait que non, je pense pas être happé par ce que le collectif ressent, mais j'ai pas le choix d'être dedans aussi. Mais il reste qu'il y a quelque chose qui est subtil, là, qui se produit. Mais c'est un peu comme, c'est peut-être lié à des cycles liés aux hormones, ou je sais pas. Mais il y a quelque chose, là. Mais on dirait que les fêtes, les traditions se sont greffées par-dessus ça. Ben, c'est sûr que si on pense à la base, à Noël, qui s'est greffé sur la fête du solstice d'hiver, donc la transition, où à partir de la période de laquelle les jours se mettent à rallonger en termes de luminosité à partir du 21 décembre,
C'est sûr que quand on regarde ça, il y a eu le solstice d'hiver, ensuite il y a eu la naissance du dieu romain Mithra. Ensuite, quand ils ont voulu implanter le christianisme à Rome, ils ont dit ben Jésus il est né à la même date pour récupérer les gens qui étaient adeptes de cette fête-là, à cette date-là. Puis ensuite, il y a eu l'arrivée du Père Noël. Puis le fait qu'il est né le 25 décembre au lieu de 21, c'est parce qu'il y avait une erreur dans le calendrier julien. Donc, il y avait un petit peu de décalage. C'est ce qui a fait ça, mais en réalité, si ça serait vraiment arrimé avec le solstice, la date serait le 21 décembre, là. Mais ça continue, on dirait que ce qui est commencé le 21 se poursuit encore le reste du mois jusqu'au début de la nouvelle année. Mais de toute façon, c'est ça, c'est un peu comme on change de député, mais les comtés restent. Donc ces repères-là, dans le temps, qui sont probablement liés à des vieux cultes agricoles, il y a des nouveaux députés, si on peut dire, là, mais ça, c'est resté là, c'est ça, c'est juste que ça change de forme, mais c'est les mêmes forces. C'est, on sent là que c'est quelque chose qui se cache là, derrière quelque chose, et puis t'as autre chose qui vient se greffer dessus. Mais il reste que si on regarde vers le 21, bon, puis c'est des fêtes liées au sang, beaucoup, puis liées aussi à. Mais si on regarde les vieux anciennes formes de mysticisme, le sang puis la lumière étaient vus comme liés. Dans le culte de Mitra, là, il y avait des mystères. Là, les gens allaient dans une fosse, puis il y avait un taureau dégorgé au-dessus d'eux. Puis c'est très fort, ça, des choses comme ça. Le sang, ça contient là, de la fréquence, si on peut dire. C'est fort. Mais il reste, est-ce que c'est la symbolique qu'on accorde à ça qui fait ça ou s'il y a un phénomène réel? Le seul fait, dès qu'on accorde de l'importance à quelque chose, une croyance à quelque chose, on active quelque chose et puis ce qui est vu comme réel le devient. Donc c'est là que c'est ambigu, là, tout ce qui est lié avec la spiritualité, les mystères et puis mais si on regarde là, les vieux cultes mitriaques, c'est très difficile d'étudier ça parce que c'était des mystères. Il fallait être initié. Oui, exactement. Mais de toute façon, le simple fait de croire à quelque chose, d'y adhérer, un peu comme pour l'effet placebo en matière de santé, ça permet d'agir sur le réel dans une certaine façon parce qu'on lui donne une énergie, l'énergie de notre croyance. Oui. Sinon, parlant de croyance, est-ce que pour toi, la croyance au Père Noël a une fonction occulte qui sert l'agenda de certaines forces? Ben là, c'est ce que certains fondamentalismes croient. Pour eux, le Père Noël, c'est quelque chose de force qui viennent justement dénaturer Noël sciemment. Le Père Noël serait une force du bas astral qui vient, si on peut dire, couper la lumière du christique pour en faire un phénomène, en faire. Il y en a qui pensent que le Père Noël représente Mammon. Puis c'est des choses dans lesquelles, moi, le Père Noël, il représente absolument rien. Puis que des enfants croient au Père Noël, moi, j'ai jamais cru, même étant très, très petit. Moi non plus, je croyais pas Euh, au Père Noël quand j'étais jeune. J'avais tendance à leur tirer la barbe. Puis je trouvais ça curieux que d'un centre d'achat à l'autre, il y avait tout le temps un Père Noël. Il me semble qu'on ne pouvait pas se déplacer aussi vite que ça. moi, je trouvais pas ça curieux, étant donné que je me doutais que c'était un métier. Oui, Mais oui, c'est ben tout. c'est ça. Je me doutais que c'était quelqu'un qui était derrière ça, là. Mais le point que je voulais t'amener, c'est que c'est sûr qu'il y a des gens qui voient à travers le Père Noël une forme de profanation de la fête religieuse de la naissance de Jésus. Ah, pire que ça, j'ai vu des gens dire que le Père Noël était lié à un complot de culte sataniste et que le Père Noël étant rouge et puis en tout cas il finissait alors que au fond, si on regarde au-delà des formes, que le rouge soit associé à Noël, c'est normal parce qu'il y a dans l'Antiquité, il y avait des cultes de sang là, liés au solstice. Mais de dire, bon, ben c'est satanique, et puis le satanisme, il vient du christianisme. Oh, pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas le christianisme, il n'y aurait pas la notion de satanisme.
mais ça leur prenait. C'est une religion où on doit être sauvé, donc il doit y avoir un ennemi. Donc, autrement dit, ça leur prend une polarité contraire pour justifier leur positionnement. Ben oui, le satanisme est une forme de fondamentalisme chrétien inversé. Donc, autrement dit, il ne peut pas y avoir de mal s'il n'y a pas de bien. Donc, le bien a besoin du mal pour pouvoir confirmer son identité relative. C'est ça. Ben, les satanismes, l'idée du satanisme sert le christianisme. C'est un peu comme dans le macartisme puis le communisme. C'est des polarités qui se servent, qui se nourrissent l'une l'autre. Les gens qui sont assez naïfs pour tomber dans le satanisme, c'est en réponse à des déceptions liées au social, liées au collectif. Puis c'est une façon de répondre. C'est une façon aussi de provoquer. S'il y a quelque chose de puéril là-dedans, parce que c'est pareil pour les gens religieux, très religieux. Donc le satanisme vient du christianisme, c'est évident. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Oui, parce que sans l'une des polarités, tu sais, s'il n'y a pas la gauche, il ne peut pas avoir la droite en matière de C'est ça. politique. C'est encore de la géographie. Si on peut dire, là, quand je disais que ça a quelque chose d'une projection du plan matériel, c'est pour se situer dans ce qui est cyclique, puis ça a quelque chose de géographique. Il y a une gauche, il y a une droite, il y a un haut, il y a un bas. Oui. Ça, c'est typique de toutes les spiritualités. Même si on remonte dans l'ancienne Égypte, il y avait les quatre directions. Puis, le pire, c'est que c'est probablement des religions antiques qui ont donné naissance au christianisme sous les formes où on le connaît. Puis, par après, ils ont diabolisé tout ce qu'il y avait eu avant. Mais à mes yeux, il n'y a rien de bien ou mal là-dedans. C'est tout. Ça a toujours une fonction. Mais c'est comme le satanisme qui a une fonction, qu'il soit réel ou pas, parce que même s'il y aurait personne qui adhérerait à des choses comme ça, il continuerait à exister dans les croyances des chrétiens. Il y a des chrétiens, ils voient du satanisme absolument partout. Puis ça en est, on se dit, c'est de la pathologie, là. C'est de la paranoïa, c'est évident. Non, c'est ça. Il y a des gens qui vont faire des projections puis s'imaginer des choses sataniques où il n'y en a pas. Mais pour ce qui est du Père Noël, en fait, il a été créé par Coca-Cola dans les années Ouais, ben, 30. moi, Puis, je pense que c'était plus tard, hein, que c'était un peu plus tard. ben, en tout cas, Je- c'était au début, parce que la compagnie, en tout cas, j'ai écouté ça d'une émission de radio, et puis d'un professeur d'université qui s'occupe de faire des cours en lien avec le marketing et la publicité. Puis lui, ce qu'il expliquait, c'est que, dans le fond, Coca-Cola n'avait pas le droit de faire directement de la pub aux enfants pour vendre leurs produits. Fait qu'à ce moment-là, il passait à travers le personnage de Coca-Cola qui était sympathique. Puis à l'origine, le Coca-Cola comportait de la cocaïne, mais en petite quantité, là. Ben, c'est à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on faisait beaucoup de toniques avec la cocaïne. C'était utilisé pour toutes sortes de choses, là. Même les opérations aux yeux, on mettait de la cocaïne dans l'œil, là, pour le geler. Mais au fond, c'est quoi? C'est Saint-Nicolas qui s'est commercialisé. Oui, exactement, avec les couleurs de la compagnie Coca-Cola qui sont le blanc et le rouge. Oui, parce que je vois souvent des images de Saint-Nicolas, il est vert et blanc. Ou Exactement. même Donc, dans le Coca-Cola bleu. ont créé un personnage qui est devenu leur image de marque par la suite, leur emblème, puis ça s'est véhiculé à l'international. Mais Ben, c'est un bon coup. oui, au niveau marketing, c'est excellent pour eux. Ils Ben, ont, si on regarde l'image du Père Noël des années 50, c'est celle-là qui est restée, qui était liée à Coca-Cola. On voyait le Père Noël sur des cabarets là, qui buvaient du coke. ouais. Puis souvent, c'est des images qui viennent des années 50. On dirait que ça s'est fixé là, Oui, ben dans une forme. ça crée comme une forme vintage là, qui est en mode, qui est tendance. Donc c'est sûr que ça va. Pas, Ouais. pas à la, pas à l'année, là. C'est une, c'est à la mode une période de l'année, mais il reste qu'au fond, c'est juste des nouvelles. Ça se transfère dans des nouvelles formes. Et puis, si on regarde le sapin de Noël, vient des cultes germaniques qui étaient des cultes païens.
Puis pourtant, même je pense qu'un des premiers sapins de Noël, à part ceux des magasins qu'il y a eu au Québec, c'était dans le coin de Sorel. Puis il me semble que c'était un militaire, que sa femme était autrichienne, puis elle avait ramené la tradition. Même en Angleterre, je pense que c'est quand la reine Victoria a marié son Allemand, là, le prince, je pense que c'est le prince Albert, me semble. OK. En tout cas, lui, pour lui faire plaisir, ils ont ramené cette tradition-là d'Allemagne. Mais c'est lié aux anciens mystères de la mythologie nordique germanique, l'arbre de Noël. Puis même si on remonte dans d'autres peuples très anciens, les Altaïs encore aujourd'hui coupent des branches de conifères puis les placent comme centre de table. Puis c'est lié à du chamanisme. C'est très surprenant, mais ces choses-là, au fond, Noël est devenu une sorte de construction un paquet de choses. Multiculturel. Ouais. Ben oui, puis étrangement, c'est le multiculturel qui semble vouloir altérer Noël. Mais Oui. ça, j'ai l'impression que c'est des projections identitaires collectives parce que je connais personne là, les gens de certaines confessions, ils vont pas faire exprès pour la plupart du temps, quand il y a un scandale, là, que quelqu'un de certaines confessions religieuses ont voulu faire enlever les sapins de Noël, et puis on se rend compte que c'est des gens qui sont pas qui ont décidé de l'enlever au cas où ça viendrait offenser certaines cultures. Mais les gens de ces communautés-là n'ont rien demandé. Puis pourtant, après, on les blâme. C'est nos propres élus qui font des choses comme ça, pas les. Ben, ça dépend. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont des radicaux fanatiques intégristes qui vont mettre de la pression pour qu'il y ait Ah oui, une... ben il faudrait redéfinir ça. Parce que si on regarde le judaïsme, par exemple, ils se sont toujours très très bien. C'est des gens qui font pas de vagues, qui restent. C'est des communautés qui sont souvent fermées, puis ils sont pas portés à faire des vagues. Puis l'intégrisme, là, comme on le voit, il est c'est en train de devenir de la mythologie populaire. C'est très, en tout cas, ça devient des sujets délicats, là. Oui, Mais disons exactement. qu'ils ont le dos large, puis qu'ils servent de projection pour nos propres conflits, souvent. Puis les endroits où ça a fait vraiment là, des troubles, et puis finalement, on dirait que c'est. Moi, je me méfie beaucoup plus de nos propres gouvernants pour faire de l'attention que pour certaines communautés, que c'est à leur désavantage. Ça serait se nuire. Puis il y a beaucoup de. Ben, si on prend ce qui est arrivé là, par rapport à la mosquée de Québec dernièrement, où il a été dit qu'il avait exigé qu'il n'y ait pas de femmes sur un chantier à proximité, ben là, ça tombe Non, non, que. ça, c'est pas à Québec, c'est à Montréal. C'est à Montréal, ça? Oui, récemment. Alors, Ah ouais. présentement, on fait cet enregistrement-là au mois de décembre 2017. Mhm. Puis, selon les deux mosquées, eux autres, ils ont envoyé des communiqués de presse qui disaient non, non, on n'a pas demandé ça. Puis, c'est un entrepreneur qui aurait déclaré ça, mais en réalité, lui, il y a aucun document officiel à se rapportant aux mosquées qui aurait demandé Le ça. Fait pire, que, c'est que ça reste possible. Mais là, est-ce qu'on va. Moi, personnellement, je vois rien là-dedans qu'il y a des tempêtes dans des verres d'eau. Parce que, admettons qu'il y a un chantier de construction, puis monsieur, peu importe, vient dire, moi, je veux pas voir de femme. D'un point de vue légal, on n'a pas je connais pas, pour avoir vu des gens qui sont dans le domaine de la construction, la personne n'aurait même pas été prise au sérieux. Mais on le voit dans certains, ça dépend des quartiers, là. J'imagine qu'à Outremont, peut-être que là, ben, c'est c'était plus. Côte-des-Neiges. Non, là, je parlais d'une autre OK, communauté. OK, OK. Je parlais d'une autre OK, communauté OK, OK. qui avait Ouais. demandé de voiler des fenêtres, là, parce qu'il y avait des dames qui s'entraînaient. Au YMCA, là. Ouais, parce que, au fond, on voit des gens qui sont incapables de. Ils ont tellement peur de leur propre libido, ils sont tellement éloignés de leur propre pulsion qu'ils n'ont aucune éducation à se gérer. Donc, ils préfèrent imposer à l'extérieur plutôt que de gérer à l'intérieur.
Ils sont incapables de... C'est certains sont prêts comme les mnémonites, là, ou peu importe, là, pour prendre des communautés, lâcher un peu certaines... Si on prend des chrétiens là, fondamentalistes comme les Ménonites qu'il y a en Ontario ou les Amish aux États-Unis, on voit le même phénomène. Ces gens-là sont d'une pudeur excessive. Pourquoi? Parce que c'est pour gérer de l'extérieur qu'ils sont incapables de gérer intérieurement. C'est tout simplement. Mais il reste que c'est pas comme ça, que ça peut pas fonctionner comme ça. Puis c'est pour ça que ça finit par créer des communautés fermées, parce que pour eux, l'extérieur est une agression constante. Ils sont incapables de voir un peu de chair sans... Mais c'est parce que justement, ils ont essayé de, au lieu de gérer ces choses-là, ils les mettent de côté, puis il n'y a pas d'apprentissage à gérer leurs propres pulsions. Donc, ils ont besoin d'imposer à l'extérieur de la gestion parce qu'ils ne veulent pas subir à l'intérieur. Puis il y a L'assaut des l'hypocrisie pulsions aussi. qu'ils sont pas capables d'assumer. Ah oui, le meilleur moyen de gérer ces pulsions, c'est d'être dedans, d'y faire face, puis de... Parce que si on se met à vouloir tasser tout ce qui fait pas notre affaire, ben c'est d'une certaine façon, on n'apprendra jamais à le gérer. C'est complètement... Ça, même d'un point de vue psychologique, ces gens-là sont même pas au niveau psychologique, là. C'est vraiment, là, c'est animique pur. Puis il n'y a rien de... Même, ils sont même pas, si on leur parle au niveau psychologique, on leur explique que c'est le fait de jamais avoir été confrontés à avoir de la chair qui fait qu'ils sont incapables de contrôler ça, puis que ça les trouble le temps, ils n'ont pas accès à ça, là, ils comprendront pas. Pour eux, le plan matériel est une prison parce qu'il y a eu le péché originel, puis il faut qu'ils gagnent leur ciel. Puis ils voient le mal partout, sauf en eux-mêmes. Ouais, ben Le ça fait. problème, c'est qu'il n'y en a ni en eux-mêmes ni en dehors, là. Non, ben c'est souvent des constructions intellectuelles avec des cadres rigides qui sont circulaires qui fait que. Je vois même pas de construction intellectuelle là-dedans. Oh! Parce que ils ont pas accès à... Si on regarde le fluidisme, ça, c'est une construction intellectuelle. Mais quelqu'un qui serait, voyons, un acidique, il va pas aller dans le fluidisme, il n'a pas accès à ça. Il comprendra pas, il va rejeter tout de suite. C'est jusqu'à un certain point, oui, parce qu'une fois qu'on va au-delà de ça, il y a moyen de rejeter ça, parce qu'il y a des choses dans le fluidisme qui ont... En tout cas, mais il reste que eux, je pense qu'ils n'ont même pas accès au côté le raisonnement intellectuel. C'est de l'animisme pur. Ils ont un rapport spiritualisant avec tout. Ça c'est pas en psychologie, ça c'est pas Non, psychologisé c'est ça, c'est encore, plus au niveau de la croyance plutôt que de l'intellect. malgré que les constructions psychologiques aussi sont liées à de la croyance à mes yeux. Comme si on prend le banquet cannibale là, de Freud, il y a des gens qui y croient. Pour eux, c'est réel, et puis ça devient de la croyance. Le freudisme est une forme de doctrine psychologique. C'est une nouvelle religion psychologique, tout simplement. C'est de la spiritualité qui se psychologise, mais les gens qui sont dans de la spiritualité pure, ils n'ont pas accès à ça encore. Oui, ils n'ont pas accès au supramental non plus. Il faut traverser la spiritualité, puis le psychologique, puis... Exactement. Mais pour ce qui nous concerne, il va falloir traverser le temps des fêtes au moment où on fait cet enregistrement. Et je voulais t'entendre également par rapport au jour de l'an. Donc, qu'est-ce que tu penses du rituel consistant à fêter le premier jour de la nouvelle année et son commencement? c'est euh, c'est des restants des vieux cultes solaires. Mais c'est aussi une façon de se situer par rapport à des rituels collectifs encore. C'est un rite de passage, le Nouvel An. Puis c'est probablement lié à des vieilles mémoires de culte liées à la lumière, puis des religions agricoles. Ce que j'appellerais des religions agricoles, ce qui a engendré les calendriers. Par rapport à la période des récoltes, ces choses-là. Oui, parce qu'il fallait se situer cycliquement dans l'année. Puis c'est les religions agricoles qui ont engendré ça. Puis ça, possiblement, c'est juste des repères. C'est des repères, puis... mais là, ça prend une symbolique, et puis il y a une projection qui est émotive dans ça souvent.
Puis le meilleur moyen de ne pas être capable de... C'est comme les résolutions. Le meilleur moyen de ne pas réussir une résolution, c'est d'en prendre une. C'est des choses qui ont jusqu'à ça, c'est vraiment des fonctions psychologiques, mais comme le psychologique est polarisé, ça peut avoir l'effet contraire. Ça, les gens le voient pas. Mais ils voient après coup, mais ils voient pas la mécanique. Non, ben, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des résolutions comme par exemple s'entraîner plus. Donc en début d'année, au mois de janvier, les salles d'entraînement, dans certains cas, vont être pleines de nouveaux adhérents. Puis quelques mois après, ben, ça va se vider progressivement. J'ai remarqué que dans le temps où j'étais plus actif, souvent, les débuts de l'hiver où je sortais moins, j'avais un entraînement physique assez intense, puis rendu au 1er janvier, je prenais la résolution de continuer. Puis Mhm. souvent, ça finissait là. Ça reprenait au début de l'hiver, par après. Là. Je passais tout le reste de l'hiver en étant moins actif. Puis à un moment donné, je me suis dit, je transfère de l'énergie dans une forme en lui donnant de l'importance, puis ça a l'effet contraire. Donc les résolutions, ça va cesser. Malgré que j'ai encore le piège de prendre des décisions draconiennes alors que ça fixe ça fixe dans la forme ce que je veux empêcher. Puis ça fait que je peux prendre des décisions qui sont irréalistes, que j'ai pas la volonté pour. Mais c'est juste un des rituels psychologiques. Mais ça fonctionne pas. C'est de la pensée magique qui est devenue psychologique. Oui, mais par rapport à la pensée magique, dans certains cas, ça donne des résultats à cause de l'effet placebo. Ben oui, c'est certain, mais quand je parle de la pensée magique, c'est au niveau de la ritualisation, là, tandis que OK. là, c'est plus subtil que ça. Oui, il y a un effet parce que l'esprit agit sur la matière, puis vice-versa. C'est la même chose, mais à des degrés de densité différents. Mais il reste que tout ce qui est lié à la pensée magique va toujours être quelque chose de compensatoire. Parce que la pensée magique, si elle était réellement agissante pure, effective pure, elle n'aurait pas besoin d'un support comme le placebo. Le seul fait de penser agirait immédiatement sans avoir besoin d'un support. Pour fixer la volonté, c'est un peu comme quand on voit chez certains magiciens cérémoniels, quand ils veulent appeler les esprits de l'air, ils vont prendre des objets liés à l'air pour fixer la volonté. Mhm. Mais c'est pas fort, là. Je veux dire, dans le sens que si on a besoin d'un support matériel pour fixer la pensée, puis qu'on a besoin de formes pensées pour fixer des objectifs matériels, ça reste là, c'est encore de la spiritualité qui se psychologise. Oui, par contre, il y a certaines personnes qui bénéficient de ces supports transitoires, même si d'un certain point de vue, ça peut paraître comme étant des béquilles célestes. Ben, si ce qui sert, si ça fonctionne, c'est correct. Moi, je vois pas de problème. C'est Oui, la personne qui va user de ça, c'est parce qu'il y a un besoin ou il y a quelque chose d'intégrer autre chose quand ça fonctionne pas. Souvent, on va avoir un outil qui fonctionne pas parce que le but de l'outil, c'est de comprendre que ça va au-delà de ça, d'intégrer le fait que c'est inefficace. Mais ce qui est efficace pour un peut être inefficace pour l'autre. Ils n'ont pas les mêmes choses à intégrer. exactement. Mais c'est sûr que pour en revenir au sujet des résolutions, il y a beaucoup de gens qui, subjectivement, avec leur ego ou leur orgueil, vont prendre des décisions, mais ça ne maintiendra pas dans le temps parce que c'est pas nécessairement arrimé à la volonté réelle de leur esprit. Ben non, c'est de la projection dans des formes. Quelqu'un qui veut faire quelque chose, il n'y a pas à en prendre la résolution. Il va le faire. Même, il n'aura même pas à y penser, je veux faire ça comme ça. À partir de maintenant, je veux que ce soit comme ça. Ça va se faire tout seul. Ça, c'est de la volonté qui est au-delà de la volonté psychologique, c'est-à-dire que quand une structure fait que ça passe, l'énergie passe, c'est tout. Mais c'est pas en prenant des résolutions que les structures internes vont être transmutées, puis là, tout d'un coup, ça passe. Ça va être ça va toujours être temporaire. Souvent, c'est temporaire. Donc, c'est pas de la transmutation. Non, c'est plus un mouvement de l'ego plutôt qu'un mouvement de l'esprit. Oui, c'est vraiment psychologique. Donc, si je te comprends bien, à ce moment-là, ça veut dire que pour l'année 2018, tu ne prendras pas de résolution.
Ah ben non, ça fait longtemps que j'en prends plus de résolution. Mais ça peut arriver que je prenne une décision, je me dis ça, maintenant je vais faire ça comme ça. Mais des résolutions, non. Puis, OK. est-ce que quelqu'un m'a dit, est-ce que tu as pris C'est quoi tes résolutions pour cette année? Moi, c'est toujours pareil, les résolutions. C'est de gérer comme il faut ce que j'ai à gérer, puis j'ai pas besoin de résolution pour ça, j'ai pas le choix. Ce qui, c'est ça l'affaire, c'est que la résolution, c'est lié à l'illusion du libre arbitre. Ben, c'est sur le terrain que je voulais t'amener tantôt avec la question de la volonté de l'ego versus de l'esprit. C'est que l'ego a l'impression qu'il peut avoir du focus puis une capacité de se discipliner et puis de faire des résolutions, mais en réalité, si ça tient pas, c'est parce qu'à quelque part, il n'y a pas de libre arbitre puis il se fait charrier par d'autres forces. Ben oui. Mais lui, puis il va considérer que il a son libre arbitre. Donc ça nourrit les autres forces. Ça les cache. Ça sert de voile. Puis là, il y a des attentes de créer. Mais les attentes, ça crée des déceptions plus souvent qu'autrement, c'est tout. C'est aussi bien de ne pas avoir d'attente. Puis c'est de gérer au jour le jour ce qui se passe. Parce que si c'est, il y a un moyen dans le présent de gérer ces choses pour que l'avenir, bon, mais l'affaire de se projeter tout le temps dans l'avenir, puis dans trop, c'est le meilleur moyen justement de se faire drainer de l'énergie qui va bloquer le mouvement. Il n'y aura pas d'énergie dans le mouvement. Ça fait que c'est un peu comme ben, les gens qui sont obsédés par la nourriture, souvent vont développer des problèmes alimentaires. Et puis c'est toujours, c'est un peu comme les gens là, aussi qui vont la personne par exemple va dire moi je bois pas puis je suis contre le fait que les gens boivent puis je l'ai vu ça chez une dame là elle diabolisait totalement l'alcool tout simplement parce qu'elle-même elle avait pas les structures pour gérer ça, c'est-à-dire que cette femme-là si elle avait bu ça aurait été terrible là. Elle avait pas. Donc, ça s'est créé la forme psychologique, une forme pensée, comme quoi que c'est purement mauvais. Puis là, après ça, pour des raisons de se situer puis de valeur intérieure, elle va vouloir imposer ça à tout le monde. Mais ça Exactement. fait Ben, des gens. ouais, des gens qui sont frustrés, puis ben, c'est comme au niveau de la sexualité, le prêtre qui s'empêche de vivre une sexualité. Donc, à ce moment-là, quand il voit d'autres personnes qui se permettent de vivre la sexualité, il va diaboliser ça en disant ah, c'est pas beau, c'est péché. Parce que lui, il se permet Ben, pas, puis il peut vivre une certaine frustration au niveau biologique, d'insatisfaction sexuelle. ben oui, parce que jusqu'à un certain point, c'est de l'énergie qui s'écoule pas. Donc, ça s'accumule quelque part. Puis une fois que c'est accumulé, puis que ça se met à agir, là, ça va tout croche. Puis ça peut faire n'importe quoi. Parce que les structures sont justement, si l'énergie elle bloque quelque part, parce que la personne elle polarise quelque chose, ça va s'accumuler, ça. Ça peut aboutir à l'effet exactement contraire. Ça peut créer des tensions, puis voire même des perversions. Donc, l'énergie qui peut pas Ben, s'exprimer librement à travers une relation sexuelle, hétérosexuelle ou homosexuelle va être utilisée à des fins de pédophilie. je le vois pas comme ça. Oh! Pas du tout. Parce qu'un pédophile, c'est quelqu'un qui a une immaturité qui fait que il va avoir du dédain pour tout ce qui est lié à la pilosité, par exemple. Donc, souvent, ces gens-là ne seraient pas capables d'avoir des relations normales avec des adultes de leur âge. C'est impossible. Ils sont trop immatures, puis ils ont un dédain de tout ce qui est lié à la puberté. Ils seraient pas capables. Les gens ne deviennent pas pervers parce qu'ils sont prêtres. Ils s'en vont prêtres parce qu'ils sont pervers. Attention, on va mettre des limites un peu parce que là, les gens Là, vont écouter ça sur Internet. je généralise pas. Mais si on regarde anciennement, comment c'était au Québec, ben, les lesbiennes devenaient religieuses, mais elles ne devenaient pas lesbiennes parce qu'elles étaient dans un Non, couvent. non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est Mais pas je tout le monde. généralise pas On ça. dit que c'est pas tout le monde, là, parce que sans ça, il y a des gens qui vont Ah partir en non. peur, là, sur Ben Internet. oui, devenir prêtre, ça rend pas pédophile. Mais les pédophiles vont avoir tendance à devenir prêtres. Mais c'est sûr que s'ils savent qu'ils vont passer leur temps dans des pensionnats avec des jeunes enfants en bas âge, dans un contexte de proximité, parce que les jeunes enfants, il faut qu'ils prennent leur douche, tu sais, il y a un contexte de vie. Ben, c'est ça, parce que c'est un peu les renards vont vers les poulaillers, c'est comme ça.
Mais c'est pas les poulaillers qui rentrent de renard. Non, c'est ça, c'est comme les cas de pédophilie d'entraîneurs de hockey ou de d'autres Ouais. sports. C'est pas parce que Ben, c'est pas le hockey qui. là, ça dépend. Là, Oh! ça dépend. Parce que, admettons qu'on parle d'un entraîneur de hockey qui est entraîneur des jeunes, je sais pas, moi, de 16-17 ans, c'est pas un pédophile. C'est un éphébophile. Parce il y a la C'est-à-dire? pilosité. Ben, c'est pas des enfants. OK. Ben, c'est-à-dire c'est des C'est adolescents. c'est ça. Puis on voit le même phénomène par rapport aux jeunes filles, ça va être de la nymphophilie. Des jeunes filles qui sont pubères. Mais c'est encore de l'immaturité quelque part. Il y a quelque chose, il y a eu un blocage au niveau du développement de ces gens-là à l'adolescence, puis ils sont restés focusés. Ce qui arrive, c'est que, admettons là, que, prenons un entraîneur de hockey qui devenait adulte, mais à l'adolescence, il fantasmait sur des gens de son âge. Mais s'il y a eu un blocage émotif ou psychologique, il va rester à ce stade-là. Ouais, c'est une C'est-à-dire que même rendu fixation. à 40 ans, il va être encore pris dans ses fantasmes à l'âge où lui, il a bloqué. Non, c'est ça, il y a une fixation. C'est souvent quelque chose de problématique. Ben oui, c'est comme le Doc Mayou, quand ça avait sorti qu'il y avait une enseignante, elle avait eu des relations avec son élève de 16 ans, je pense. Puis là, le monde la traitait de pédophile. Le Doc Mayou est en colère. Il dit, ça n'a rien à voir avec la pédophilie. C'est de l'éphébophilie. C'est de l'éphébophilie. C'est un gars de 16 ans là, qui a du poil puis qui a une graine longue de même, puis c'est pas de la pédophilie, là. C'est pas un enfant. C'est de l'éphébophilie. Puis là, c'est ça, je trouvais ça correct, lui, qui classe ça, parce que dans le fond, c'est les paraphilies. Puis les paraphilies, c'est tout le temps lié au développement de la personne. C'est des troubles qui se traitent pas. Pourquoi? Parce que même les aspects psychologiques du développement humain, puis c'est encore très, très mystérieux, on pense qu'on est très avancé, on donne de l'autorité aux psychiatres et aux psychologues comme s'ils avaient une science. Mais non, Exact. c'est très, très flou. C'est très, très flou. Ces gens-là, ils voient pas, parce que c'est des choses, ça se traite pas. Ça se traite pas, ça veut dire qu'au niveau de la science, on n'a pas compris comment. Ben, il y a des choses qui peuvent se traiter un peu comme le Doc Mayou disait. Si la personne est pédophile, puis elle le sait, puis elle est prête à se faire castrer, ben, la castration des testicules, où sont produits des hormones au niveau, comment qu'on appelle ça, il y a des hormones masculines là, qui sont produites. Là. La testostérone, ben, c'est sûr que si tu coupes les testicules, puis la testostérone ne monte pas dans le cerveau, puis le reste de l'organisme, la personne elle va vivre moins d'excitation sexuelle. C'est Ben, biologique. si tu as une infection à un pied, puis que j'ai pas la science pour traiter l'infection à ton pied, ça se peut que je te coupe la jambe. C'est ça qu'il propose le docteur Maillot, parce que, comme je dis, on n'est pas rendu. On n'a pas encore la science de comprendre ça. C'est pas une science exacte. Parce que couper les chenolles, là, c'est pas un traitement, ça, c'est d'éliminer le problème. C'est un peu comme les Japonais disent, si tu peux pas traverser la montagne, fais-la disparaître. Mais c'est peut-être ce qui est le plus logique à faire, là. Parce que le problème n'est pas traité, il est éliminé. Non, Mais il est exactement, mais pas. dans certains cas, ça a une utilité relative, dans le sens que si ces gens-là ne sont pas capables de contrôler leur pulsion, puis ils ont essayé de faire des thérapies par la parole, puis Doc Mayou, avec beaucoup d'humour, il va dire, ben, le problème, c'est pas la parole, c'est que la Ça, personne a un effluve de testostérone qui est pas capable de gérer, il y a trop de pulsions sexuelles. Fait qu'il dit quand même que ben, le gars, il parlerait des heures et des heures ben, là-dessus avec voyons. des intervenantes. Ça C'est changera rien. complètement stupide, à mes yeux, là, de vouloir faire de la thérapie par la parole pour des pédophiles, ça n'a aucune logique, Ben c'est lui, c'est ça. profondément stupide. C'est Lui, c'en est ça de la religion psychologique, parce que c'est de la croyance, oui, ça a oui, mais c'est parce que aucun fondement. c'est C'est comme ça. si je voulais traiter le diabète par la musique, là. Ou la Ça change parole, rien. ou faire de la thérapie par la parole Ben là, tu sais. pour des gens qui sont Non, diabétiques ou atteints du cancer, en tout cas. Mais le point à travers ça, c'est qu'il disait, le problème, c'est pas entre les deux oreilles, c'est entre les deux jambes. ben oui, des hormones, c'est des hormones. Ben C'est c'est pas. ça, exactement, mais... Mais Oui. j'irais plus loin que ça. Le problème, il n'est pas entre les deux gens. Oh, Parce que c'est au niveau du développement. La personne, dans son développement, il y a quelque chose qui va avoir un blocage puis qui va avoir une immaturité.
Il y a quelque chose qui va bloquer. Émotivement, la personne est bloquée à cet âge-là, puis avoir toute sa vie de l'attirance pour des gens de cet âge-là. Donc, Faudrait jusqu'à un que. certain point, il est aussi là entre les deux oreilles, dans le sens de la mémoire expérimentale. Parce que il reste que si je coupe les chenolles de quelqu'un, il va être encore malade si j'y remets. Ça fait pas de lui quelqu'un qui a une relation normale avec des adultes de son âge. Donc, jusqu'à un certain point, ça règle pas le problème. La personne, ça règle rien, là. Non, c'est Mais ça, ça règle le mais. côté. Pour protéger la société, là, c'est Ouais. logique. Parce qu'on n'est Mais pas rendu plus loin. c'est ça, mais lui, il parle de castration volontaire aussi. Tu sais, c'est pas de forcer les gens à se faire couper les testicules, Ah mais non. c'est sur une base volontaire, ceux qui veulent le faire, mais c'est pas permis au Québec. Puis lui dit c'est des intervenantes qui veulent pas permettre ça, parce que s'ils Ben permettent oui, ça, tu ben sais. ils feront plus de thérapie par la parole. Ben Fait que oui, ça ben sera plus eux, rentable pour eux ils autres. valident leur travail puis leurs croyances. Mais Ils c'est valident ça. leur travail puis leurs croyances parce que c'est terrible parce que quelqu'un qui veut donner un rein volontairement, il a le droit. Quelqu'un qui veut se faire tatouer ben, tout le corps, il a le droit. Des modifications corporelles, il a le droit. Mais là, il y a encore un tabou de lié à la castration parce que c'est comme si c'était une profanation du corps. Puis les femmes ont beaucoup de problèmes avec ça, puis j'ai l'impression que c'est surtout des femmes qui ont cette croyance-là, qu'il y a moyen de traiter ça par la parole. Eux autres, eux autres, ça va être de la castration plus subtile que ça. Le Ouais. monde, ouais, ils vont castrer dans l'invisible, là, ça. Mais comme le Doc Mayou disait, il dit c'est parce que les femmes vivent pas la sexualité de la même façon que les hommes. Ben, ben, Donc, ils ont pas tout le. est vécu C'est différemment. ça, ils ont pas le même appareil sexuel. Fait que là, il dit Doc Mayou, quand un homme sent qu'il y a de la pression dans le tuyau, c'est-à-dire que quand il sent il, il est en état d'excitation sexuelle, puis à quelque part, j'aime pas son expression, mais c'est celle qui décrit quand même la réalité d'une manière assez brutale. Il a envie de se vider les gosses. C'est parce qu'il a les testicules pleins, il a envie de se vider les gosses, là. Il dit quand même qu'on utilise des beaux termes psychologiques, puis la thérapie par la parole, ça change rien à la réalité biologique fondamentale. Parce que C'est quand ça. c'est plein, il faut que ça se vide. Ben, il y aurait moyen, il y a des moyens, là, comment je pourrais dire ça, il y en a qui vont refouler leur libido avec succès, mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Mais je pense que même pour le célibat des prêtres, Saint Paul disait que c'est pas fait pour tout le monde, que c'est quelque chose qui est pas fait pour tout le monde. Puis pour une fois qu'il dit de quoi qui est, en tout cas, quelque quoi d'intelligent qui vient de ce monsieur-là, là, en tout cas, il n'y a pas tort, là, mais il y a des gens qui ils réussissent, si on peut dire, à faire que le tuyau est jamais vidé, mais il n'y a pas de pression. Parce que c'est une des formes d'ascétisme très ancien, très poussé. Mais ça, c'est extrêmement rare. Il n'y a pas grand monde qui ont ces capacités-là. Mais ça existe. Ça existe. On le voit chez les taoïstes. Dans le taoïsme, ils pensaient que le fait de retenir la semence réparait le cerveau. C'est une croyance, mais Mhm. il reste qu'il y a des taoïstes qui ont réussi ça avec succès. Il y a des femmes dans le taoïsme qui viennent à bout d'arrêter même les menstruations. Puis pourtant, c'est pas lié à les gens qui ont étudié ça, ils voient pas le phénomène physiologique, ils comprennent pas comment elles font. Parce elles ont une alimentation normale, elles ont une vie normale, puis pourtant les menstruations cessent comme si, chez des anorexiques là, ou d'autres personnes qui ont des troubles. Pourtant, il n'y a pas de trouble, puis ça cesse. Mais c'est des choses, c'est pas tout le monde là, qui peut faire ça. Ça doit être même assez rare. Mais ce que les femmes taoïstes appellent la décapitation du dragon rouge, il ne doit pas avoir même pas une femme sur 100 qui est capable de faire ça. C'est pareil pour les hommes. Même probablement que c'est peut-être encore plus. Mais ça, c'est du cas par cas. Ouais, exactement. Mais pour En en tout cas, Ouais. il doit y avoir bien du monde qui se vide les tuyaux pendant le temps des fêtes. Ça, c'est sûr. Parce que si on regarde ça, là, tout le monde est chaud, des grosses familles, puis il doit y avoir des nièces puis des cousines qui y passent pendant le temps des fêtes, c'est sûr. C'est sûr, il y a tout le temps,
c'est ça que je trouve malsain. C'est que on impose aux enfants de côtoyer des gens parfois extrêmement malsains puis dangereux pour des raisons filiales. Ouais. C'est complètement ça, c'en est là, c'est complètement illogique puis c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Mon oncle, là, pognasseux, là, lui, c'est une bonne Non. raison de ne pas aller de le surveiller. Ouais, puis pas de s'asseoir sur les joues de mon oncle. Ouais, puis au pire, là, de ne pas le voir jamais. Ils sont même pas, vos enfants sont pas obligés de savoir qu'il existe, lui. Non, c'est ça, c'était aux gens de faire une gestion adéquate de leur rapport aux membres de leur famille pour pas être prisonnier Ouais. de l'égrégore familial, là, de la structure Euh, je, familiale. je vois souvent un phénomène surprenant qui est de la subjectivité, puis c'est la personne, elle a quelqu'un dans sa famille, puis elle continue de le côtoyer, puis elle va le défendre, parce que c'est un membre de la famille. Admettons, là, si mon frère, c'est un putain d'imbécile, là, puis que Ouais. c'est un danger, puis c'est pas parce que c'est mon frère que ça change quelque chose. Un idiot, c'est un idiot, qu'il soit de votre famille ou pas. Imposez-vous pas pour des raisons filiales, familiales, puis c'est tellement subjectif, puis pas intelligent, ça. Si votre frère ou votre père, ou peu importe, c'est un crétin, imposez-vous pas ça. Ça, c'est quelque chose que le temps des fêtes, il y a quelque chose de ça. Les gens s'imposent des choses extrêmement désagréables. Non, c'est ça, Puis, mais c'est parce qu'ils respectent pas leur individualité, puis ils vont donner la priorité au lien à la famille, sur leur être, ce qui fait qu'ils se relativisent au profit d'un collectif familial. ah oui, puis ça, c'est épouvantable. C'est terrible. C'est un choix qui est dégradant parce que si la personne ne se choisit pas d'abord, puis elle fait passer les autres avant elle, ben elle tombe dans une position de faiblesse ou de vulnérabilité par rapport à l'entourage parce qu'elle ne vit pas en fonction d'elle, mais des autres. Ben, c'est lié à du conditionnement. C'est ça qui va faire que la personne réelle peut pas le voir, peut pas éclore. C'est la personnalité, c'est du conditionnement expérimental. Puis là, ces gens-là sont tellement bien conditionnés qu'ils ont plus besoin d'avoir leurs parents qui les culpabilisent, ils font ça tout seuls. Oui, Puis parce ils disent, qu'ils ont ah, j'ai intégré pas le ça. choix, sinon, qu'est-ce qu'ils vont C'est ça, c'est penser? parce Puis, qu'ils ont intégré le conditionnement auquel ils ont assisté dans leur enfance, par exemple, d'aller à chaque fois dans le temps des fêtes voir les membres de la famille. Fait que pour eux, ça devient un automatisme ah d'aller oui, ils au temps des fêtes. culpabilisent juste Ouais, à penser déroger à ça. exactement. Fait que là, ils Ah sont oui. piégés par la forme, puis là, ils subissent ça jusqu'à leur fin de leur existence. Sauf s'ils Ben, s'en sortent. l'existence de la famille, là. Ça dépend de Oui, l'âge des gens. Parce que c'est pas pire quand on est plutôt jeune, on peut attendre que tout le monde meure. Puis on n'est pas obligé d'entrer, mais il reste que, bon, souvent, c'est par respect les gens vont aller à la messe de minuit par respect pour la grand-mère. Ils vont aller. Puis ils pensent que c'est du respect, ça. mais c'est de la soumission. Ben oui, c'est exactement le contraire. Exactement. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, il y a beaucoup de gens, c'est sûr, qui se soumettent dans le temps des fêtes à des choses qu'ils ne se soumettraient pas avec des étrangers. Donc, autrement dit, ils acceptent de se soumettre à des choses familiales que dans un autre contexte, avec des personnes étrangères, ils n'accepteraient jamais ça. C'est incroyable, l'hypocrisie des gens envers eux-mêmes. Parce que c'est ça là, que c'est fatigant ça au Québec. Il y a ce côté-là de les apparences. Puis c'est lié au transcendantal catholique, ça. Les apparences. Puis pour maintenir les apparences, il y a des gens là, qui auraient dû mettre leurs enfants dehors, puis parce que il n'y a rien à faire avec. Il y a d'autres gens, ils auraient dû couper les liens avec leurs parents, mais non, ils vont s'imposer ça. Puis pour revenir au Doc Mayou, là, comme il dit lui-même, il dit aucun avantage à entretenir des liens avec des morons. Puis il n'y a pas tort, c'est parfaitement logique. Oui. Il n'y a rien à part sauvegarder les apparences. Là. C'est pareil que, tu sais, c'est un peu comme la castration. Si il n'y a pas moyen s'il faut gérer les apparences, c'est aussi bien de se retirer puis pas avoir de lien avec ça. Il n'y aura pas d'apparence à gérer. Puis
le reste de la famille qui sont entre eux avec les appareils, ben, eux autres qui s'arrangent avec. Ben, pas besoin de s'imposer ça. Puis c'est toujours, il y a une sorte d'insécurité qui fait que les gens veulent sentir qu'il y a un clan familial. Ils veulent sentir que ben, ça vient compenser le fait que justement, ils sont pas sécures. Non, c'est ça. Ils cherchent à compenser leur insécurité en allant chercher le support du collectif pour leur donner une identité parce qu'ils sont pas capables de le générer par eux-mêmes. Oui, puis ça aboutit à des choses délirantes, là. Il y a une femme qui s'est faite violer par un de ses oncles. Elle va par après amener ses filles à des parties de famille où il y a cet oncle-là. Ça prend vraiment. C'est là qu'on voit que l'intelligence puis la conscience, ça n'a rien à voir. Parce que c'est des choses qui peuvent être faites par des gens qui ont des diplômes universitaires, des gens très intelligents, mais pour des raisons de forme nourrie par de l'émotion, ils vont mettre en danger leurs enfants qu'ils aiment pourtant sincèrement, mais ils ne le verront pas pour se protéger eux-mêmes. C'est comme si l'intelligence, c'est pour compenser de l'inconscience. Puis parce que c'est comme si la conscience, ça rend inconfortable. Oui, Là, c'est pour les gens qui sont pas capables de l'assumer. Donc, ils vont rationaliser leur inconscience. oui, exactement. Puis ça donne place à des comportements, comme tu le décris, des gens qui vont donner leurs enfants en pâture à des pédophiles ou des choses qui n'ont pas d'allure. Ben, c'est incroyable tellement que c'est à se demander si d'un point de vue légal, on ne devrait pas faire des exemples. Parce que, à mes yeux, une femme qui a subi des abus d'un bonhomme, puis que par après, elle lui ben, que ce soit conscient ou pas, elle met en danger ses enfants. Il faudrait peut-être qu'il commence à y avoir des... Là, il commence à y avoir pour les abus sexuels, des mères qui sont blâmées pour ne pas avoir parlé parce qu'elles le savaient, puis elles n'osent rien dire. Là, ça commence à sortir. Là. Il y a des mères qui commencent à être blâmées parce qu'elles protègent l'abuseur pour des raisons d'apparence. Puis pour des raisons des fois financières aussi. Si le mari lui donne une grosse pension puis beaucoup d'argent, lui, elle va se fermer les yeux sur le fait qu'elle agresse sa jeune fille. Puis en plus, elle sera pas obligée de coucher avec parce que c'est sa jeune fille qui va coucher avec le mari à la place. Ça, c'est une mère qui n'a aucun amour pour son enfant. Ça, c'est un cas du Doc Mayou que je décris là, en tribune téléphonique ou lorsqu'il prenait des appels du public. C'est un cas que j'ai entendu. C'est sûr que je peux pas authentifier. Ouais, c'est quelque chose qui est ben, en tout cas, personnellement, il y a des cas comme ça que je sais que ça existe beaucoup. En La tout cas, mère, ouais, parce qu'elle est tannée, elle va lui mettre la petite dans les pattes, là. exactement. Avec Puis Doc elle est Mayou. au courant, puis elle sait tout, là. Ouais. Puis là, ça fait des bonnes femmes, là. C'est tout le temps à l'église, là. Puis c'est des saintes, là. Mais dans le fond, là, il y a une couple de vieilles qui mériterait de se faire replacer, là. Mais de toute façon, c'est une génération qui commence à partir, là. Mais non, ils sont dans les apparences. Tout le temps, c'est la surface des choses, puis ça crée des blessures en profondeur, puis ils scrapent leurs enfants. Puis là, après ça, une fois rendus vieilles, là, ils se font envoyer promener, puis ils comprennent pas que j'ai fait au bon Dieu, gna gna. C'est C'est ça. incroyable, la connerie. Non, c'est ça, la stupidité humaine, puis le mental polarisé. Mais pour en revenir à mon sujet du jour de l'an, qu'est-ce que tu penses des gens qui font des vœux pour la nouvelle année, qui demandent des choses au bon Dieu ou aux anges pour l'année qui vient? Ben, ils sont en apprentissage. Ils vont intégrer le fait que c'est pas... Si je demande... Tu sais, c'est incroyable, là. En ce moment, là, il y a des guerres là, où le viol sert d'arme, puis il y a même des bébés qui sont violés à mort, puis il y a du monde qui pense, moi, je vais demander au bon Dieu telle affaire, puis là, le bon Dieu va intervenir. C'est tellement c'est pas intelligent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est toutes des illusions. Tu sais, c'est comme, j'en connais une, là, elle parlait avec ses anges gardiens, puis les anges gardiens, puis gna gna gna, puis là, toutes ses décisions dans sa vie, c'était lié à un rapport avec son ange gardien. Puis à un moment donné, elle a eu une maladie des intestins, son mari l'a sacré là, elle s'est ramassée toute seule dans la rue, puis même là, elle réalise pas que son ange gardien, c'est toute de l'illusion, puis que ça l'a conduit à une vie misérable.
Parce que c'est pas objectif, c'est pas les anges gardiens, ben allez-y, là, demandez ce que vous voulez. Mais ce qui est le plus souhaitable, c'est d'avoir des problèmes pour intégrer le fait que c'est pas intelligent, ça. Non, C'est, c'est sûr, d'avoir des béquilles célestes, c'est pas intelligent. Puis même la avec, personne. Ouais. avec tout ce qui se passe dans le monde, Dieu intervient pas, puis il y en a qui veulent avoir une promotion de temps de plus pour refaire des paiements sur le chalet, puis Dieu intervient, puis là, ils sont sûrs que c'est tellement stupide, c'est tellement ridicule. Ça me fait penser un peu à... Il y a des peuples qui ont une certaine spiritualité, mais ça fait plus d'un siècle qui vivent juste de la misère, ils n'ont pas encore réalisé qu'ils se maintiennent dedans. Que c'est la même chose pour les individus. Vous pouvez allumer des lampions, faites ce que vous voulez, mais ça risque, c'est ça, c'est des béquilles, c'est une façon de rationaliser de l'irrationnel. Oui, exactement. Sinon, qu'est-ce que tu penses des gens qui font des prophéties pour la nouvelle année, que ce soit des médiums, astrologues, tireurs de tarot? Ben, c'est des gens d'affaires. Oh! C'est dans le Moi, je vois sens que ça s'ils font comme, de l'argent avec ça. ben, il y a beaucoup de, ben, c'est comme là, moi je reçois de la sollicitation pour des cabinets d'astrologie, puis je leur dis, si vous étiez le moindrement voyant, vous appelleriez pas ici. Puis les gens sont surpris, ils sont pas habitués de se faire dire ça. Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent répondre à ça? Rien. Mais c'est une Parce- répartie intelligente, dans le sens que si ça marche vraiment ton affaire, pourquoi tu l'as pas vu que j'allais te dire non? Ah ouais, pourquoi t'appelles chez quelqu'un qui va rire de toi, puis te méprise? Puis moi, ça me dérange pas que des gens le fassent, mais il y en a qui font des prédictions, puis ils croient vraiment, mais au fond, c'est inconsciemment, probablement, qu'il y a un calcul de probabilité de fait. Puis il y a des gens qui ont de l'instinct, il y a des gens qui ont de l'intuition, puis qui reçoivent de l'information, même si c'est pas inconsciemment, ils vont voir ça comme de la voyance, mais ça en est. Donc il y en a, oui, qui ont des... mais l'affaire, pourquoi fixer ça pour la nouvelle année? Oui, ben Ça, c'est c'est des gens souvent. d'affaires d'habitude. Ben c'est ça, parce que c'est souvent à mode. Je pense, entre autres, dans le domaine de l'astrologie, là, il y a des livres au Québec qui sont des best-sellers qui vont sortir pour les prédictions annuelles. Donc là, on passe à l'année 2018. Là, il va y avoir des livres qui vont sortir là, avec qu'est-ce qui va se passer pour les différents signes astrologiques. Ben, c'est comme la Madame Chalifou. Puis c'est sûr que c'est payant, puis que ça se vend. C'est pour ça que je dis, à mes yeux, c'est surtout des gens d'affaires. Ils vendent des repères puis de la sécurité d'esprit qui c'est pas réel, mais ça se vend bien. Donc, ils font bien. Moi, je le ferais pas, là, mais si c'est payant puis que ça paye votre hypothèque, tant mieux. Puis les gens, justement, qui mordent à ça, des fois, ben, c'est parce sont dans un cheminement d'intégrer le fait qu'ils se trompent, puis qu'ils accordent de l'importance à des croyances qu'ils considèrent comme du réel, mais c'est pas, c'est de l'illusion. Mais je rien contre ces gens-là. C'est un peu comme un être vendeur d'assurance. Mhm. C'est la même chose. Ils vendent de la sécurité d'esprit, ils vendent des repères, des médicaments psychologiques. Quelque part, la personne, ça la rassure, puis ça lui permet d'évacuer de l'angoisse. Il y en a que pour évacuer de l'angoisse, ils vont à la messe, puis se confessent. Il y en a d'autres qui consultent des astrologues, puis c'est la même chose, sauf que là, c'est un peu comme un service au collectif, là. Une fois qu'on fait des prédictions là, politiques ou de sport ou de finances, peu importe, là, mais il reste que moi, j'ai j'ai eu affaire à des gens qui faisaient des prédictions, puis c'est incroyable. J'ai toujours eu des prédictions parce que c'est exactement le contraire qui se produisait. Donc, c'était juste pour voir, puis pour regarder. Puis je me dis, comment ça se fait donc? Puis c'est juste le fait que ces gens-là qui ont une certaine intuition, un certain instinct, ils vont inconsciemment se brancher sur des consultants. Puis là, ils voient des choses. Mhm. Mais moi, ils peuvent pas se brancher, je pense.
Puis, ma grand-mère paternelle, elle avait vu un voyant qui lui avait dit, Madame, dans 2 ans, vous allez être mort. Elle s'était levée, elle l'avait pointé du doigt, puis elle a dit, c'est toi qui vas mourir. Puis le bonhomme est mort. Il est Je sais mort pas, avant ouais. elle. Ouais. Ben, il revenait à un moment donné, lui, il venait chaque année dans un centre d'achat. Il y avait. Puis quand il est revenu après, il était décédé. Il était plus là. Bon. Mais il pouvait pas. On peut dire qu'il y a quelque chose dans la voyance qui est quelque part le branchement d'un inconscient à un autre inconscient. Il y a de l'information qui passe puis qui se devient consciente. Puis c'est là que, oui, il y a des voyants, il y a des. Mais il reste que le monsieur, ce qu'il avait vu, c'était pas réel parce que c'était pas réel. Mais si ma grand-mère avait accordé de l'importance à ça, qu'elle l'avait cru, peut-être que. Mais non, c'était quelqu'un qui avait mauvais caractère. Puis ça, elle l'a vu comme. Non, elle lui a renvoyé, si on peut dire. OK, mais de ton point de vue, est-ce que c'est possible qu'il y ait de la voyance qui est réelle? Oui, Mais ben ça, c'est oui. une question que j'ai parce que, entre autres, Bernard de Montréal avait déjà fait de la voyance au début des années 80. Il avait annoncé, entre autres, dans une entrevue qu'il avait accordée à Richard Glenn, que pour l'année 2014, il allait avoir la fin des banques. Puis cette prédiction s'est pas réalisée. On est en 2017, puis le système bancaire existe toujours. Bon, mais l'affaire, c'est que, admettons que je dévoile quelque chose qui est lié à un agenda pour le Oui. collectif, puis que c'est dévoilé, ben les forces vont s'adapter. C'est-à-dire Ça a été. qu'ils peuvent mettre en échec une prédiction qui a été faite. Ou envoyer une information pour des raisons de. Parce que, au fond, c'est pas parce que je dévoile quelque chose qu'ils vont tout l'agenda est changé nécessairement, mais on dirait que c'est quand même lié. Puis de toute façon, jusqu'à un certain point, en 2014, il y a peut-être eu des changements qui font que la chute est en germe à partir de cette année-là, mais que ça ne sera pas Ben, il y a eu des changements concrétisé. mineurs par rapport au développement d'une monnaie électronique qui pourrait remplacer l'argent physique de plus en plus. Mais ça n'a pas été la fin des banques. Il y avait d'autres prédictions aussi là, pour l'année 2014. Vous pouvez d'ailleurs aller sur YouTube. Richard Glenn avait fait une émission spéciale là-dessus. Là. Mais le point, c'est que même Bernard de Montréal, qui a atteint un haut niveau de développement sur le plan vibratoire, a fait des prédictions qui ne se sont pas réalisées. Fait qu'à ce moment-là, moi, je ne vais pas nécessairement donner de l'autorité à d'autres personnes qui n'ont pas le même Oh niveau de non. conscience, là, qui Puis vont en faire des même temps, je veux prédictions. pas, ça va pas à mes yeux discréditer complètement Bernard. Ce serait l'autre extrême. Non, non, sans le discréditer. C'est parce que ce cas-là m'a amené à réaliser qu'à quelque part, même quelqu'un de son envergure, entre guillemets, n'a pas été capable de capter totalement le réel. Ce qui veut dire que même si tu vis une fusion intégrale avec l'esprit, le réel demeure en mouvement. Puis même si tu peux canaliser des choses qui sont très avancées, sont très loin en matière de développement psychique, il en demeure pas moins que nulle personne connaît à 100% l'avenir. C'est ce que j'en souligne à la Ah conclusion, là. oui, ben de toute façon, l'esprit c'est de la manipulation. Peu importe le niveau. L'esprit c'est de la manipulation, tout le temps. Puis Bernard, ben, c'est un être humain. Ça, c'est une affaire que moi je vois. J'ai jamais vu Bernard comme surhumain, là. Pas du tout. Puis pas qu'il se trompe. Ça vient pas. Il y a beaucoup de choses que je suis pas du tout d'accord avec lui. Donc, mais ça vient pas empêcher le fait qu'il y a des choses qu'il a vues que je voyais aussi, puis ça m'a permis de voir que je le voyais, puis que j'étais pas tout seul. C'est à ça qui sert Bernard. La chose la plus importante qu'il a dit, c'est de pas le croire. C'est pas des prédictions. Non, Sont... exactement. Donc, c'est sûr que dans le cas que je te donne comme exemple, c'est par rapport à ces prédictions de 2014, parce que j'ai donné de l'autorité à ça, puis ça s'est pas réalisé. Fait que c'est moi qui m'étais créé des attentes, mais en réalité, si, comme tu le dis, j'aurais parti du principe que il faut pas croire, puis je l'applique à la lettre de manière assez stricte. J'aurais pas nourri ces formes-là. Un peu comme des gens qui ont nourri la forme du 21 décembre 2012, là, où il allait avoir 3 jours où que la Terre allait arrêter de tourner, puis finalement, Ouais, ça n'a pas été aussi catastrophique que le décrivaient certains médiums ou le film 2012 présenté en 2009. ouais, ça a loin Au fond, c'était quoi ça? C'était de faire de l'argent. C'est Exactement. tout.
Ça a donné un C'est, film qui a été un blockbuster, là, à cause des peurs nourries dans les années qui ont passé avant 2012, de 2009 à 2012, ils ont pu rentabiliser un film là, qui parle de ça, là, avec grand fracas, là. ben, c'était en plus, le cinéma catastrophe, je me souviens que je l'ai vu le film, je trouvais ça mauvais, surtout. Mais il reste que c'est ça, ça fait, c'est une question c'est pour ça, là, ceux qui font des prédictions, puis moi, je vois des gens d'affaires. Des gens d'affaires qui vendent des formes pensées qui servent à évacuer de l'angoisse à des gens qui, au fond, peut-être qui ont besoin de ça. Parce qu'ils sont Mais, pas capables d'assumer le réel. ben oui, ben oui, parce que ce qui est important, c'est ce qui est là, maintenant. Montre que les banques s'effondrent, que le système financier, c'est quelque chose qui est en transformation. C'est pas quelque chose qui tombe d'un coup. Donc, c'est sûr que de son côté, Bernard avait parlé de la possibilité de l'effondrement du système bancaire pour 2014. Mais toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va arriver dans l'avenir? À mes yeux, l'économie, c'est quelque chose qui se transforme, qui se transmute, mais c'est pas quelque chose qui s'effondre parce que l'être humain a encore besoin d'un support pour... parce que l'argent, au fond, c'est quelque chose de virtuel. C'est une valeur virtuelle, mais il y a un support réel pour les échanges. Et puis, l'être humain a encore besoin d'un support pour le virtuel. Donc, probablement que l'argent va devenir virtuel. Le support va être encore plus subtil, si on peut dire, là, dans le sens que possiblement qu'un jour, l'argent sera plus physique, c'est tout. Mais on a besoin d'un support symbolique pour l'échange de l'énergie. Au fond, l'argent, c'est neutre. C'est ni bon ni mauvais, mais ça sert de support pour la manifestation du mouvement. Mais c'est ça, c'est une forme qui est transitoire, mais si la personne pourrait communiquer directement à l'autre l'énergie, sans avoir besoin du support, une forme, donc c'est par exemple, ça serait une communication télépathique, là, à ce moment-là, ça serait à un autre niveau, là. Ben, l'être humain n'a pas encore la capacité de jouer avec le moléculaire. Donc, il y a besoin du virtuel. De toute façon, même si il y aurait un échange à ce niveau-là, ce sera jamais au large. Je vois pas, je pense pas que une civilisation complète il va tout le temps y avoir un support. Mais l'économie, c'est ça, ça se transforme, ça bouge. Mais Oui, c'est comme ben, en 1929, l'économie s'est pas effondrée. Il y a eu les valeurs, bon, oui, il y a eu une mais, dévaluation des valeurs, un crash boursier. ben oui, mais ça, c'est encore là. L'économie est encore là, la structure est encore là, les institutions sont encore là. Puis c'était le temps que ça reprenne. Mais habituellement, quand il y a quelque chose comme ça, ils nous font une belle guerre. Puis ça rehausse tout. Donc, possiblement que si dans le futur, l'économie, entre guillemets, là, une apparence d'effondrement, ils vont régler ça avec une guerre. Il n'y a rien de mieux pour stimuler l'économie. Mais ça, c'est un raisonnement qui était peut-être bon dans le siècle passé, où une guerre amenait beaucoup de, par exemple, production industrielle en lien avec cette dernière. Mais là, il faut penser en fonction d'une économie qui se dématérialise, c'est-à-dire avec l'introduction du virtuel, parce que la guerre se propage dans le cyberespace. Donc, on parle de cyberattaque, de cyberterroristes. Le concret est encore là. Parce que si on regarde en ce moment, là, l'armement, il n'y a rien qui baisse. C'est tout en hausse. Ça, habituellement, c'est... Puis là, il reste que l'armement matériel se vend mieux que jamais. Oui, mais simultanément, il y a le développement d'attaques informatisées, il y a des hackers, il y a des pirates informatiques, il y a entre autres les États-Unis qui ont fait une guerre informatique à l'Iran en envoyant un virus pour amener parce que les autres faisaient des expérimentations avec le nucléaire pour pas que ça fonctionne. L'affaire, c'est que c'est un outil parallèle, le virtuel. Les attaques virtuelles, c'est parallèle. C'est une stratégie parallèle, c'est un outil parallèle. Mais le concret est encore là. Le concret est encore...
Ça me donne juste couper mon ennemi au niveau de l'informatique, c'est pas suffisant. Mon ennemi, il est encore actif, puis il y a encore possibilité de. Non, non, il faut. L'élimination physique va toujours faire partie des guerres. Oui. Sinon, pour ce qui est de l'économie, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de la monnaie virtuelle qu'est le Bitcoin? Ben, je pense que c'est dommage que je l'ai pas vu il y a quelques années, là. Je serais aujourd'hui très riche. Parce que c'est incroyable. Mais c'est clair que c'est une bulle. C'est une bulle. Puis il y a d'autres crypto-monnaies qui apparaissent. Donc même si le Bitcoin. Mais il reste que c'est la monnaie de l'avenir. Il n'y a pas de support. C'est plus subtil. Donc, c'est plus libre la forme qu'une monnaie physique. Mais c'est à double tranchant. Parce que tout ce qu'il y a de plus discutable se transige en Bitcoin. Oui, tout ce qui peut être litigieux. Donc, ça peut servir à du blanchiment d'argent, là, naturellement. Là. Ben, là, il y avait eu une décision, la Corée du Sud avait décidé d'interdire que les institutions financières du pays transigent quoi que ce soit avec des crypto-monnaies. J'ai pensé que ça nuirait là, par rapport là, aux investissements et à la valeur, puis non. Pourtant, la Corée du Sud, je pense que c'est 20% là, du marché mondial, peut-être moins, mais je sais pas, là. Mais je pensais que ça donnerait un coup. Mais non, ça continue. Mais il reste que là, les Russes ont lancé leur crypto-monnaie, les Suisses. Puis finalement, je pense que c'est pas c'est certain que ça va faire fluctuer. C'est certain que ça va déstabiliser. Mais ça fera pas s'effondrer. Ça peut faire s'effondrer des marchés, mais c'est pas l'ensemble là, qui va tomber. Mais il reste que le Bitcoin, là, quand c'était 86 cents, là, puis aujourd'hui, à un moment donné, c'était remonté à 17 000 dollars américains. C'est à peu près, je pense maintenant, dimanche, ça a atteint 20 000 dollars canadiens, là, la valeur. OK. C'est-à-dire quelqu'un qui en aurait acheté pour 30 dollars il y a quelques années, aujourd'hui, il serait millionnaire. Mais il reste que, moi, je vois de l'intérêt au Bitcoin, pas pour transiger, mais pour de la spéculation. Je vois pas d'autre intérêt. OK. Sinon, dans un autre ordre d'idée, est-ce que pour la prochaine année, donc 2018, tu captes des choses particulières? Même si je capte des choses, j'y donnerais pas d'importance. C'est comme l'affaire là, des massacres au pied des montagnes, ça n'a aucune utilité. Puis j'essaie de pas. Ça deviendrait de la croyance en l'information parce que je peux pas vérifier avant que ça arrive. Donc j'essaie de pas. Moi, ce que je reçois, vraiment, là, c'est. Je me mets pas dans un état de prédire des choses parce que ça m'intéresse pas. Tout ce qui compte, c'est en autant que ma situation continue de s'améliorer. C'est tout. Mais là, au niveau là, de ce que je vois pour l'avenir, moi je vois de l'avenir en germe dans le présent, mais c'est pas de la prédiction. C'est juste de jouer avec des possibles. Au fond, c'est très rationnel, mais j'ai pas. Si je recevais de l'info pour la prochaine année, je n'en tiendrais pas compte. À moins que. À moins que ce soit là, très 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 concret, là, puis déjà vérifiable un peu, mais à part ça, là il y a toujours un peu d'illusion là-dedans. Puis, Donc, autrement dit, tu fais pas de prédiction pour la prochaine année. ça va être une année de marde, mais c'est toujours comme ça. Ça ne change pas tellement. Ben non, c'est pas une prédiction, c'est comme une loi générale. Ben, c'est un petit peu comme pour Donald Trump. Moi, j'ai l'impression que lors de l'année 2018, ils vont continuer à faire des faux pas pis des bévues à l'international parce que sa personnalité changera pas du jour au lendemain, là. Oh, moi je le trouve très divertissant, Monsieur Trump. Fait que la sitcom va continuer, c'est tout. Oui, ben c'est sûr que c'est quelqu'un qui a été l'animateur de l'émission The Apprentice, donc c'est une personnalité colorée, c'est quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un aussi d'impulsif.
Donc, c'est sûr qu'il tranche avec le politically correct qui régnait jusqu'alors avec Obama, puis d'autres politiciens plus traditionnalistes. Oui, ben, disons que Trump, c'est pas. Ben, je suis très mauvais pour des prédictions. Moi, je pensais pas qu'il allait être président, donc. Ben, il reste qu'il peut être destitué. Il peut arriver n'importe quoi. Parce que M. Trump a probablement, vu sa personnalité, il doit avoir des casseroles. C'est-à-dire, Puis, ben, il- des casseroles, c'est des choses que vous avez fait dans votre vie qui peuvent vous nuire si ça devient, si ça se sait. Puis souvent, la façon dont ça fonctionne aux États-Unis, on dirait que l'establishment va ouvrir la voie à des gens qui ont des casseroles, justement, parce que c'est une façon de les contrôler, mais derrière le rideau. Moi, à mes yeux, Donald Trump, il est, euh, il est le pantin de d'autres personnes. Donc, même si M. Trump est destitué, des casseroles, des gens avec des casseroles qu'on peut, il y en aura toujours, il y en a plein. Donc, mais Donald Trump, moi, à mes yeux, c'est un peu il fait partie d'un rideau qui cache le vrai pouvoir. C'est un spectacle. Puis ils l'ont très bien choisi. C'est un clown, ce monsieur-là. Il donne un bon spectacle. oui, ben, c'est un homme extroverti, il parle fort, il prend beaucoup de place, il déplace beaucoup d'air, il sait avoir l'attention des médias, il fait des phrases choc, il aime provoquer, il y a un côté polémique. Donc, pour moi, c'est une création qui sert l'univers médiatique dans sa façon d'être. T'sais, on est à l'âge de la télé-réalité, du divertissant massifié. Fait que, c'est un petit peu comme Trudeau, hein. Trudeau, après tout, c'est un professeur d'art dramatique, donc quelqu'un qui a le sens théâtral. Puis après ça, les gens sont surpris qu'ils se mettent à pleurer, puis à essayer d'avoir Ben, Ouais. cet homme-là a probablement la capacité de pleurer sur commande. Ben là, c'est sûr, s'il est professeur de théâtre, le théâtre, c'est quoi? C'est être capable de Ah générer oui, des émotions à volonté, puis de bien paraître quand on fait la pièce de théâtre ou le film, tu sais, quand ben on moi, en quand regarde ça. je l'ai vu là, pleurer, je ne sais plus pourquoi, là, puis ce que je ressentais, c'était un profond mépris. C'est tout pour cet homme-là. Tu le trouvais pas sincère? Oh ben non, voyons. Voyons, de toute façon, c'est un peu comme M. Trump. M. Trump, il est du côté de la force brute, mais la véritable intelligence en politique, c'est la ruse. Mais ça, il ne semble pas en avoir. Il y a une naïveté chez M. Trump. Donc, le vrai pouvoir est caché derrière lui, la vraie ruse. Parce que lui, c'est un partisan de la force, c'est quelqu'un de... Il y a quelque chose d'un enfant. Puis, Ouais, on ouais, dirait un même, client qui se met à crier ou à japper quand il n'a pas son jouet. il est du côté de la force, mais je sais que le pouvoir, c'est jamais ça. Ben, c'est-à-dire qu'il est plus du côté de la volonté que de l'intelligence. Parce que la force véritable, c'est la ruse. C'est la ruse, puis ça, M. Trump, je le sens pas chez lui. Son empire est bâti sur de la dette. Donc, autrement dit, tu rejoins Gurdjieff avec son enseignement qui parlait de la force se retrouvant dans celle de la voix de l'homme rusé plutôt que de l'homme qui est émotionnel, qui est physique ou intellectuel. Donc, autrement dit, la voix qui transcende les autres voix, c'est celle de l'homme rusé qui les À moins dépasse d'avoir tous. les deux. Oh, Il y en a qui c'est-à-dire, ont les deux. Euh, Aujourd'hui, on voit plus ça. Mais il y a longtemps, là, au 17e siècle, on avait des dirigeants qui avaient les deux. Ils avaient la force brute active, mais ils avaient aussi la ruse très subtile, très fine. Comme Mazarin, par exemple, ou Richelieu. C'était des gens qui avaient ils étaient à la fois, il y avait les deux aspects. Tandis que un dirigeant qui n'a que la ruse, souvent il va tomber dans l'oubli. Mais c'est les meilleurs. Si je pense à Louis XI, là, dès qu'il a pris le pouvoir en France, la première chose qu'il a fait faire, c'est faire bâtir des prisons. Puis c'est un roi carcéral, mais c'est peut-être le roi le plus rusé que la France a eu, mais il est complètement dans l'oubli. Mais Louis XI était vraiment une intelligence supérieure. Là.
Il avait une apparence de faiblesse, mais c'était Mais c'est quoi son principal accomplissement? c'est lui qui a le plus qui a fait de la France un vrai royaume parce que c'était des duchés puis des principautés puis lui il a annexé. Les, les Anglais l'appelaient l'araignée universelle. C'est lui qui a donné à la France sa forme, qui en a fait un vrai pays grand et puissant. Parce que en tant que roi, il a enlevé le pouvoir à la petite noblesse, là, les duchés, puis de son cousin Charles le Téméraire, là, qui était un peu... dans ce temps-là, c'était tous des petits royaumes séparés, la France. Puis lui, Louis XI, il a unifié le pouvoir. C'était quelqu'un de centralisateur. OK. Puis c'était quelqu'un qui jouait beaucoup avec l'image. Il a toujours été extraordinairement aimé de son peuple parce que c'était quelqu'un d'extrêmement fin au niveau là, de... les gens avaient l'impression qu'ils étaient près de lui parce que c'est un roi qui avait l'air... qui s'habillait pauvrement. Puis il avait compris ça. Il n'était pas dans l'apparat, il était en avance. Là, au fond, les politiciens d'aujourd'hui lui ressemblent un peu, mais il reste que c'était de la ruse pure. C'était quelqu'un de rusé, mais c'était pas quelqu'un qui usait beaucoup de la force. C'était plus fort que ça au fond, mais c'était plus subtil. Parce que même, si c'est le roi qui a fait le plus emprisonner de gens, qui a bâti le plus de prisons, il traitait bien ses prisonniers. Puis c'était pour des raisons de... Il faisait pas exécuter les dissidents, il les faisait emprisonner pour faire des exemples. Puis c'est un roi humaniste, mais au sens que il a... au fond, c'est probablement lui qui a inspiré Machiavel. Parce que si on regarde Machiavel, c'est pas quelqu'un de machiavélique. Machiavel, c'est quelqu'un qui a rendu public la façon de gouverner. Il a rendu public des choses qui étaient secrètes. C'est quasiment un... c'est quasiment comme un peu le Julian Assange là, ou l'autre là, Snowden, là, c'est un peu ça qu'il a fait Machiavel. Pourtant, les institutions l'ont montré comme quelqu'un qui de très noir, puis maintenant il a exposé comment ça fonctionnait puis tout, puis mais probablement que ça il l'a vu par Louis XI qui a eu avant lui, pour Machiavel, probablement que c'était l'archétype du dirigeant rusé. Mais Trump, c'est pour ça. Là. Il n'y a rien de Trudeau non plus. Puis c'est rendu. Les gens qui ont réellement le pouvoir vont toujours travailler dans l'ombre. Parce que c'est ce qui. Mais pour ça, il faut mettre des gens en pleine lumière. Des gens spectaculaires. Oui, ben c'est sûr qu'on est à l'ère des médias et du divertissement, comme je disais tantôt. Donc, on n'est pas à la même ère où ce que c'était des, mettons, des avocats. Ben, quoi qu'il y en a encore, là, mais je veux dire, c'est que là, c'est vraiment des gens qui ont une personnalité qui va attirer l'attention dans les médias. Tu sais, c'est vraiment ça qui est le plus le critère. C'est sûr que cette transition-là, on l'a vu au fil des décennies. Quand il y avait eu le débat entre Kennedy et Nixon, Kennedy passait mieux à la télévision que Nixon. Ben Donc, oui, c'est sûr. c'est ça. Fait Ben, que, ben, l'affaire, c'est que c'est une affaire de compromis. Souvent, probablement que Nixon a accepté sciemment d'aider à faire élire M. Kennedy, puis que ça garantissait le fait qu'il serait lui-même, quand il y aurait un changement là, au niveau de la polarité démocrate-républicain, qu'il aurait plus tard son heure de gloire. mais le point que je voulais amener, c'est qu'il y avait des gens qui avaient écouté le débat entre Nixon et Kennedy. Ceux qui l'ont écouté à la télévision, ils mettaient Kennedy gagnant. Ceux qui l'avaient écouté à la radio, c'était l'autre Nixon. Mais c'est que à cause de la TV, les gens vont préférer quelqu'un parce qu'il a une belle apparence ou un visage symétrique. Alors qu'au niveau des idées, peut-être qu'il n'y a pas des meilleures idées que l'autre. Mais c'est le média qui le met en valeur. Donc un petit peu comme les politiciens aujourd'hui. S'ils sont mis en valeur par la télévision ou l'Internet qui est très télévisuel, ben même s'ils n'ont pas nécessairement des grandes choses à dire ou ils disent des niaiseries, ben ils paraissent Ça bien, compte donc ça pas. passe. Ça compte pas parce que l'être humain, c'est un animal social. C'est l'esprit de meute. Il va aller vers le mâle alpha. Puis Kennedy, c'est un mâle alpha. Tandis que c'est une question de charisme, mais au sens où d'influence, au sens de... C'est ça, le charisme, au fond, c'est avoir de l'ascendant sur les autres. Puis Kennedy, c'était quelqu'un d'extrêmement charismatique,
Mais alors que Nixon, c'était un peu le père paternaliste, autoritaire, et puis c'est sûr que les mettre un à côté de l'autre au niveau de l'apparence, c'est aujourd'hui, plus on voit quelqu'un, plus c'est ça que Hitler avait compris aussi. C'est le premier qui a utilisé l'image à ce point-là. C'est l'homme le plus photographié du 20e siècle. Puis c'est le premier politicien, je pense, qui a eu des films couleurs de tournée. Puis pourtant, c'était quelqu'un de totalement insignifiant. Mais si on regarde par rapport là, à l'Allemagne, les autres politiciens qu'il y avait, puis c'était un jeune premier dynamique à comparer des autres. Parce que les autres qui avaient encore leur casque à pointe du temps de Guillaume II, puis c'est sûr que c'était les Nixon, puis au fond, Hitler est comparable à Kennedy. Mais c'est que le média, la radio, qui se développait au temps d'Hitler, l'a avantagé parce que lui, il se fâchait puis il avait l'attention à travers la parole. C'était Donc, vibratoire. Il y avait une force. Il y avait la... Parce qu'au niveau de l'apparence, Hitler, il avait l'air d'un petit comptable insignifiant. Mais au niveau de la voix, là, c'est vibratoire. Il y avait quelque chose là, qui l'habitait. Mais là, c'est certain que les gens ont été... Mais c'est encore de l'ascendant, c'est encore du charisme. exactement. Mais pour en revenir à notre sujet, parce qu'il va falloir conclure bientôt par rapport à la nouvelle année, j'étais curieux en terminant de savoir si tu avais des projets particuliers. Ah, toujours. J'ai toujours eu des projets. Moi, je suis rusé, je suis pas quelqu'un de fort. Donc, Donc, tu as plein de projets c'est... pour 2018. Oui, ben, à mes yeux, c'est du calcul, c'est des possibles. OK. J'ai une vision très... j- beaucoup dans la rationalité dans ma vie de tous les jours, disons. Donc, c'est sûr, oui, j'ai des projets, comme tout le monde, mais c'est pas... j'ai pas de choses grandioses, puis même si on regarde là, par rapport à ce qu'il faut au niveau de la conscience, c'est quelque chose de parallèle. C'est pas quelque chose dans que je fais des projets. Mais pour le reste, au niveau personnel, là oui, c'est certain que j'ai des projets. Comme tout le monde, c'est juste que j'agis. En tout cas, j'ai pas de. C'est comme tout le monde. Tout le monde a des projets. Comment ce serait d'avoir une nouvelle auto, peu importe. Mais j'ai des projets semblables, là, techniques. Très. C'est anodin. Oui, exactement. Donc, on va conclure là-dessus. Donc, c'est sûr, en terminant, je rappelle aux gens qui écoutent cet enregistrement que vous allez pouvoir retrouver le lien avec les coordonnées YouTube de Bertha. Donc, pour les gens qui voudront, après avoir écouté cet enregistrement, aller voir quelques-unes de ces enregistrements là, vidéo qui figurent sur sa chaîne YouTube. Ben, peut-être de commencer par les premiers, là, pour pas. C'est un peu comme d'y aller progressivement, là, parce que c'est comme quelqu'un qui a jamais pris d'alcool, c'est peut-être pas le temps de boire une bouteille de cognac, là. Peut-être de commencer avec les plus vieux. Les plus anciens enregistrements là, sur ta chaîne. Là, Oui, parce que ce qui vient par après, à un moment donné, ils pourront pas suivre. Parce que des fois, je vais employer des termes qui ont été clarifiés avant. OK. Mais sur le coup, si c'est sorti de son contexte, là, ça va avoir l'air délirant. Ça l'est peut-être, mais en tout cas, de commencer avec peut-être quelque chose de plus vieux, parce que les plus récents, des fois, ben, c'est assez rough, là. Sinon, vous allez peut-être me haïr, puis pas pour les bonnes raisons. Donc, peut-être de commencer par, s'il y a un intérêt, peut commencer par les plus vieux. Excellent. Donc, c'est ce qui complète à présent cet enregistrement et je te remercie bien entendu pour le temps que tu y as consacré. Ah ben, merci à toi. Donc, à bientôt et je souhaite aux gens qui vont avoir tout écouté cet enregistrement, bien entendu, de passer un joyeux temps des fêtes. Donc, joyeux Noël et bonne année.